En 2011, un court-métrage fait sensation dans les festivals qui le projettent, avant de devenir viral sur YouTube. Son titre, The Strange Thing About the Johnson, film de fin d'études de Ari Aster qui fait alors ses premiers pas en tant que réalisateur. Le court explore la relation abusive entre un fils et son père et démontre déjà la capacité du cinéaste à installer un malaise profond, abordant frontalement toutes sortes de tabous, flirtant déjà avec la notion de rituel toxique. De façon étonnamment prémonitoire, un des plans du court-métrage montre un manuscrit en train de brûler, plan qui n'est pas sans rappeler l'un de ceux qui constituera son premier long-métrage, Hérédité. Hérédité est le titre d'un scénario qu'il finit d'écrire en 2013, mais qui effraie un peu les producteurs de par la vision technique et narrative extrêmement précise et exigeante du cinéaste. Le long-métrage se voit finalement allouer un modeste budget de 10 millions de dollars et est présenté au festival de Sundance en 2018 où il marque les esprits. Il remporte 77,5 millions de dollars au box-office mondial et bénéficie d'un succès autant public que critique, certaines le qualifiant même d'exorciste de sa génération. Ari Aster, lui, déclare qu'avec Hérédité, il souhaitait faire un film sur la souffrance qui prend la souffrance au sérieux. Cette réussite totale pour la société de production A24 fait que naturellement, elle souhaite renouveler l'expérience avec le réalisateur concernant le futur projet qu'il a sous le coude, projet qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast du regard ciné d'Erem et Marie-Lise, dans lequel nous allons nous intéresser à Midsommar, second film de Ari Aster. Midsommar, ou Solstice d'été, nous parle de Dani, jeune femme au cœur d'une relation amoureuse qui bat de l'aile et qui va être confrontée à un drame familial. Incapable de la quitter dans un tel contexte, son petit ami Christian va l'inviter, un peu malgré lui, à le suivre pour un séjour dans un village suédois qui s'apprête à célébrer un festival qui n'a lieu que tous les 90 ans. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Richard. Bienvenue dans ce premier podcast, donc déjà merci de m'avoir rejoint sur ce projet. C'est avec plaisir. Ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on parle un petit peu, même si on l'a déjà fait un peu dans la vidéo où on s'est présenté, le premier épisode, de me parler de toi, de pourquoi tu as souhaité rejoindre le projet. Voilà, je te laisse un peu la parole là-dessus. C'est vrai qu'on se connaît depuis un moment maintenant. On s'est rencontrés à la fac de langue. 2005, je crois. Ouais, 2005, c'est ça. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Super, ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on a bien accroché autour du cinéma parce que je pense que t'es encore plus passionné que moi. Donc, Ouais, question de point de vue, je pense qu'on se vaut bien, mais après, c'est vrai que ça a été, en fait, voilà, notre point d'accroche de départ, ça a été vraiment de commencer à dire « Ah, t'aimes bien le ciné », enfin, du souvenir que j'en ai en tout cas. Tout à fait, ouais. Donc c'était bien le point d'accroche, ouais. Ouais, complètement. Et puis, du coup, en fait, moi, j'adore parler de cinéma, j'adore décortiquer les films, mais à part toi, en fait, je connais personne dans mon entourage qui aime autant décortiquer les films que moi. Donc, en fait, on s'est bien trouvé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... comme j'en parlais peut-être dans la vidéo alors pour le coup sur YouTube où j'ai expliqué pourquoi je changeais de projet qui était avant purement vidéo, c'était que c'était la première idée que j'avais eue. On avait une petite converse avec Marie-Lise, en fait on parlait de Shining, comme quoi on y viendra peut-être un jour, on n'était pas d'accord sur le film et on s'était dit ça serait super cool un jour d'en parler en podcast. Complètement. Et je lui avais dit en fait ça serait bien de faire un podcast ciné un jour ensemble et puis le Covid étant passé par là, ça s'est plutôt transformé en projet solo dans un premier temps. Et donc, les choses doivent se faire comme elles se font, donc on y revient ensemble en podcast, donc c'est très chouette de t'avoir ici, c'est super cool. Merci, moi ça me fait très plaisir, et puis oui, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et qui me permet de parler de ma passion pour le cinéma et d'utiliser ça d'une façon un peu créative aussi, donc c'est chouette. C'est cool. Pourquoi Marie-Lise ? Parce que je voulais parler un petit peu de ton pseudo. Donc moi, RM, parce que ça fait référence à mes initiales, donc je les ai littéralement écrites en mode RM. Pourquoi Marie-Lise, du coup, si tu veux nous en parler un petit peu. Alors, moi, en fait, je m'appelle Marie-Élise, c'est mon prénom. J'ai un grand frère qui est presque aussi passionné par le cinéma que moi, qui partage ma passion. Donc, il y a quelques années de ça, il y a très longtemps, moi j'étais au lycée, il a eu la chance de partir à Los Angeles avec des amis à lui. Il a visité il a assisté au tournage d'une série télévisée là-bas. Les séries télévisées aux États-Unis sont souvent filmées en public. Et donc, avant le tournage, il y a un peu un chauffeur de salle qui est là pour que le public soit à fond au moment du tournage en lui-même. Ouais.
Et pendant qu'ils chauffaient la salle, ils avaient un guest sur le plateau. Alors, je pense que c'était la promo, je crois que ça devait être la promo du Retour du Roi. Enfin, c'était un des Seigneurs des Anneaux. D'accord. Je pense que c'était le Retour du Roi. Du coup, pour la promo de ce film, Viggo Mortensen était sur le plateau. Et donc, le petit concours qu'ils ont organisé pour chauffer la salle, pour pouvoir gagner une photo dédicacée de Viggo Mortensen. Pas mal. Ils proposaient aux gens du public de venir imiter un animal de leur choix. Mon frère ne recule jamais devant un défi. Jamais, hein, ouais, c'est pas mal. Devant Viggo Mortensen. Devant Viggo Mortensen, et il a décidé de tenter sa chance. Alors, il a fait un truc, il a fait le chat français. Bon, alors, je vais essayer de l'imiter. Kinou, je suis désolée, ça va pas du tout rendre justice à ta prestation, je pense, mais ça a donné quelque chose du genre gna gna gna, c'est le chat. Enfin voilà, il a fait un truc un peu comme ça. Sylvain, si tu nous écoutes, c'est cool, voilà. T'es grillé devant tout le monde, impeccable. Non, mais du coup, il a bien fait parce qu'il a gagné en fait. Un Viggo Mortensen, ça lui a plu. Et mon grand frère étant un grand frère génial, il a pas fait dédicacer la photo pour lui, il l'a fait dédicacer pour moi. Big up. Voilà, et donc du coup, il lui a dit mon prénom, Marie-Élise, et Viggo a orthographié ça, Mary-Lise. Donc comme vous le voyez sur les noms. Ouais, d'accord, Marie-Élise, très bien. Voilà, et du coup, depuis, c'est resté, quoi. J'ai dit non, mais c'est Viggo Mortensen qui m'a donné mon pseudo, c'est fantastique. Donc je l'ai utilisé sur tout un tas de trucs depuis. Donc l'historique de ton pseudo pulvérise le mien, on est d'accord, je pense que si on fait un petit vote, là, il n'y a pas de souci. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, Viggo et moi Ouais, je comprends bien d'ailleurs. Peut-être qu'on essaiera de l'inviter un de ces quatre s'il peut être disponible avec nous, ça serait vachement bien. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu à nos moutons. On est là pour parler de Midsommar. Alors pourquoi Midsommar ? Déjà parce qu'il fallait bien commencer par un film, et ensuite parce que je comptais de toute façon au départ en parler moi sur la chaîne sur laquelle j'étais sur YouTube. Donc voilà. Donc par rapport à Midsommar, j'ai proposé à Marie que ça serait bien qu'on commence par celui-ci. Midsommar qui a, pour rappel, je pense que ça peut être bien de le rappeler, qui a deux versions en fait. Il y a une version dite courte de 2h27 et une version dite longue de 2h51, sortie la même année. Donc ce qu'on vous propose en fait, c'est tout d'abord aborder en fait le film par rapport à la version courte, au travers d'une liste de scènes qu'on a établie avec Marie-Élise comme étant les scènes un peu importantes du film. Et sur la fin, après, de revenir un petit peu sur la version longue, voir ce qu'elle apporte, ce qu'on en a pensé aussi. Tout en sachant qu'on va spoiler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu le film, évitez de rester trop longtemps dans le podcast parce qu'on va rapidement spoiler. Alors plus ça avancera, plus on spoilera vu qu'on va prendre les scènes dans l'ordre, mais... ouais, mais quand même, je pense que des fois on risque de faire un peu référence. Ouais, on risque, voilà. Et si parfois on parle d'autres films aussi qu'on est susceptible de spoiler, ce qui peut être bien, c'est peut-être de prévenir en mode... Tout à fait. Alors là, si vous n'avez pas vu tel film... Faites un peu attention. Voilà. Et j'aimerais dire aussi que, attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Pour ceux qui ont la référence. Voilà. Mais oui, par contre, tu me disais, ouais, ça peut être bien de signaler que c'est pas un film forcément. Alors, ça veut pas dire grand chose en soi, mais c'est pas un film très accessible pour tout le monde, on va dire. C'est-à-dire que c'est assez violent quand même. Voilà. Alors, du coup, on s'est posé la question. Juste avant de commencer à enregistrer, ouais. Le film est juste interdit aux moins de 12 ans, en fait. Moi, ça me choque énormément. Si on m'avait montré ça à 12 ans, je ne m'en serais jamais remise. Je te rejoins là-dessus. Alors, à moins que les gens de 12 ans d'aujourd'hui aient la mentalité des gens de 16 de l'époque, auquel cas je m'inquiéterais beaucoup. Mais même à 16 ans, franchement, honnêtement. Mais ouais, pour moi, c'est clairement un film au moins de 16 ans, parce que... la violence est très graphique déjà, l'ambiance est très 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 dérangeante. La scène de sexe est quand même assez perturbante aussi. Vous êtes déjà spoilé sur la scène de sexe. Voilà, désolé. Non, mais voilà, mais donc oui, si... pour vos chastes oreilles, attention, ça... voilà, on risque de dire des choses peut-être un petit peu crues parfois pour décrire un peu ce qui se passe dans le film, quoi. Donc ce que je te propose, Marie, c'est de commencer par nous parler de la première scène en fait. Donc écoute, on t'écoute pour introduire la première scène si ça te va. Voilà, donc j'ai essayé de retranscrire un petit peu ce qui se passait dans le film au travers de petites parties narratives pour resituer un petit peu l'action, ou éventuellement si vous n'avez pas envie de voir le film mais que vous voulez tout de même écouter ce qu'on a à dire, ça vous permet d'avoir une idée de ce qui s'y passe. Les premières images du film font plus penser à l'introduction d'un Disney qu'à un film d'horreur. Une douce mélodie accompagne les premières images qui sont pour l'instant bien énigmatiques pour le spectateur. Ce sont des dessins colorés, comme ceux d'un livre pour enfants, qui racontent vraisemblablement une histoire. Puis l'écran se scinde en deux, comme les rideaux que l'on ouvre sur la scène d'un théâtre, et nous voici plongés dans la nature sauvage et inhospitalière de la Suède.
La neige, la grisaille sont omniprésents et offrent un contraste frappant avec les couleurs vives et le beau soleil qui régnait sur l'image d'introduction. On se croirait presque dans un film en noir et blanc. Pendant les premières secondes, nous avions l'impression d'être dans un conte de fées, mais nous comprenons maintenant qu'il s'agit d'un conte bien particulier, plus sombre qu'il n'y paraît. En fond sonore, une voix féminine entonne ce qui semble être un chant traditionnel. La nature est immobile. Tout à coup, une sonnerie de téléphone vient briser le calme ambiant. Sans aucun détour, nous voici plongés dans une ville de banlieue. Les plans se succèdent, la caméra se rapproche petit à petit d'une maison. Nous entrons finalement dans le pavillon. La sonnerie du téléphone s'arrête. Une voix féminine laisse un message inquiet sur le répondeur. La caméra nous présente brièvement la famille qui habite les lieux au travers de photos. On aperçoit finalement un couple allongé dans son lit. Il ne bouge pas une oreille. C'est à cet instant que l'on nous présente le personnage principal du film, Dani. Elle s'inquiète de sa famille suite à un message énigmatique laissé par sa sœur. Le film démarre ainsi. Dani est inquiète dès les premières secondes du film. Elle ne cessera de l'être pendant toute la durée de l'histoire. Merci pour cette super présentation, c'est bien. Merci. Ouais, alors je pense que autant pour ceux qui ont vu le film, ça les remettra dans le bain de la scène, autant pour ceux qui l'ont pas vu, ça les plongera dedans aussi, donc c'est très bien. Bah, j'espère. C'est vrai que visuellement, je trouve que c'est très réussi, Ouais. donc c'est assez difficile de rendre justice à ça quand même, parce que c'est... Non mais c'est très bien, moi je trouve ça très bien en tout cas. Donc, Merci. par rapport à cette scène, donc si c'est ok pour que je commence à dire ce que Vas-y, j'en ai tout à pensé, fait. la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment le jeu de l'actrice. Alors moi je dis Florence Pugh, je crois que c'est Florence Pugh. si Florence on prononce Pugh, ouais. bien, voilà. Florence Pugh. C'est, Marie sera ma référente prononciation anglais. Hein. Donc voilà. Oui, c'est vraiment le jeu de l'actrice que j'ai trouvé. Tout de suite cette capacité à transmettre les émotions, moi je me suis senti agrippé par ce qu'elle ressentait. Elle est filmée vraiment en gros plan en plus. T'as l'impression qu'on peut pas échapper à ce qu'elle ressent, on peut pas échapper à cette souffrance et t'as l'impression qu'elle en accumule déjà de la souffrance. On est à 5 minutes de film, même pas. Déjà, tu sais qu'on va suivre une nana qui en a gros sur la patate, quoi. Donc c'est... Elle est impressionnante. moi, je trouve vraiment. Alors moi, je le dis, hein, j'ai pas aimé le film, en fait. Je trouve Au moins, c'est clair. Non, mais clair, voilà. En fait, alors, c'est beaucoup dire de dire je n'ai pas aimé le film. C'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est un très bon film. C'est juste un film qui est un peu trop pour moi. Mais alors, elle, pour le coup, mais rien que pour elle, ça vaut le coup de voir le film. Elle est fantastique. Moi, je sais que j'ai découvert là-dedans. C'est ce qui m'a vraiment immergé, c'est que je l'avais jamais vu ailleurs, en fait. Mm-hmm. Donc, je sais que le réal, lui, l'a repéré dans le film The Young Lady, que je n'ai pas vu. Il était persuadé, en fait, qu'elle pourrait tenir la distance pour le rôle de A à Z. Il avait un peu vu, en fait, la palette d'émotions dont elle était capable. Et il a pas lâché, c'est-à-dire qu'il a dit non, cette actrice, elle a une confiance surnaturelle presque en elle. Il me faut celle-là, je sais qu'elle tiendra la distance de A à Z. Et elle n'était pas du tout dispo, en fait, quand il la voulait. Elle tournait une série pour Park Chan-wook, je sais pas si tu connais le réal, qui a fait Old Boy notamment. Oui, d'accord. Old Boy, il a fait Thirst aussi, il a fait Sympathy for Mr. Vengeance, si je fais pas erreur. Enfin bref. Et du coup, elle tournait une série pour lui, et pas dispo, jusqu'à ce qu'en fait Ari Aster ne lâche pas le morceau et il la voulait absolument, il a réussi à contacter son agent qui lui a fait passer le script et l'agent de Florence Pugh a dit lis absolument ce script, donc elle l'a lu un soir en rentrant de tournage et c'était dans la boîte parce qu'elle était tellement convaincue par la fin du film, par ce qui s'y passait et je trouve que c'est un très bon choix perso, je pense qu'il a eu raison elle a quelque chose à la fois d'assez banal et en même temps de puissant, enfin, c'est assez impressionnant quoi. Elle a une grande vulnérabilité. Voilà. Elle est tout à fait crédible. En plus, il faut préciser un truc, c'est qu'elle est britannique, Florence Pugh. D'accord. Et que là, elle joue avec un accent américain absolument parfait. Hein. Ah bah tu m'en apprends une, tu vois, d'accord. Non, j'ai pas été jusque-là. Si tu l'écoutes en interview, elle a clairement... Enfin, elle est anglaise. Hein, oui, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle est anglaise. Enfin, en tout cas, elle est britannique. Et donc, du coup, elle a vraiment un fort accent britannique. Hein, et dans le film, là, l'accent américain est tout à fait crédible. Mais je crois bien que celui qui joue Christian aussi, d'ailleurs, est britannique. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que t'as raison. Ouais. Jack Raynor. Tout à fait, ouais. Alors moi par contre, on est raccord avec les vidéos YouTube, vous comptez pas sur moi pour l'accent anglais soigné, hein. on va plutôt se baser sur... Donc moi c'est Jack Raynor, voilà. Ça, non, ça marche, on comprend de qui tu parles. Ouais, c'est un peu... Et donc toi du coup, parce que j'ai dit ce que t'en as... Donc toi aussi ça t'a convaincu cette première scène Oui, tout à fait. Le début du film en fait me plaît beaucoup, déjà visuellement c'est très beau. Je trouve que la façon d'amener les choses là dans la scène d'intro, elle est assez originale en plus, ouais. Hein, on s'attend pas du tout... Enfin, l'enchaînement des plans est assez... C'est la rupture de ton, ouais. Oui, complètement, voilà, c'est ça. Tu passes de plans de nature super beaux avec cette espèce de chant un peu
pas presque qui te détend, et d'un coup coupure sonnerie de téléphone, c'est très violent. Il y a une transition qui est à l'image du film en fait, qui te choque d'un coup, qui t'agrippe. Oula, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui En fait, on est mal à l'aise dès le départ. C'est ça qui est très fort, c'est qu'au départ, ils nous montrent juste des images de la nature. Il y a rien de fou, quoi. Et dès le départ, on est mal à l'aise. On se dit, on n'est pas bien, quoi. Moi, dès le départ, j'étais un peu. Ouais. Tu sens que dans quel type de scénar on va lentement mais sûrement, et vu cette rupture, je trouve qu'on est au début, tu te dis ok, quand est-ce que ça va rebasculer comme ça d'un coup dans quelque chose d'autre, et complètement, ouais. C'est vrai que c'est bien fait. Non, c'est carrément bien fait. Du coup, oui, c'est vrai que de toute façon, le malaise il continue sur la deuxième scène, hein. Du coup, je vais faire la présentation de la deuxième scène. Dani est inquiète face à ce qui semble être un message annonçant le suicide de sa sœur et potentiellement la mort de ses parents. Seule, désemparée, elle regarde le journal d'appel sur son téléphone et décide d'appeler Christian. On comprend rapidement qu'il s'agit de son petit ami. Durant tout le dialogue, la caméra reste en gros plan sur le visage de Dani, qui tente de contenir ses émotions tant bien que mal. Christian n'est pour l'instant qu'une voix off, un interlocuteur distant dans tous les sens du terme. Au détour de la conversation, il lui demande comment va sa sœur. Lorsque Dani lui fait part de son inquiétude, il essaie de la rassurer, non sans lui faire quelques reproches. Selon lui, sa sœur cherche désespérément à attirer l'attention et c'est un peu de la faute de Dani qui la laisse faire. Dani est visiblement contrariée mais n'en fait rien. C'est là l'essence même de leur relation. Elle refoule ses émotions par peur de perdre Christian et n'ose pas mettre en mots ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que t'as pensé de leur dialogue du coup Alors du coup oui, le dialogue, clairement on voit clairement que Christian n'est pas en capacité d'écoute, notamment vu la petite scène qu'on a eue juste avant avec ses potes, que ses potes en fait c'est en mode écoute, lâche-la, c'est une fille à problème, on voit qu'ils sont pas du tout dans la bienveillance ou la compréhension. Non, l'empathie c'est pas trop leur fort, on va dire. Voilà, on voit déjà qu'il y en a un seul, Pélé, alors Pélé, je pense que je prononce bien, qui reste un peu lui en retrait par rapport à cette conversation. Et donc voilà, on a donc c'est Dani, le personnage de Florence Pugh, qui appelle Christian, et on sent très bien que il répond, malgré tout il répond, même si ses potes lui disent décroche pas, faut qu'elle voie un psy, t'es pas sa psy, t'es pas là pour ça. Il décroche, et là donc s'ensuit la fameuse scène d'ensuite. Des cris déchirants résonnent à nos oreilles. Dani hurle sa détresse face à la mort de sa famille. La caméra revient à la maison familiale. L'atmosphère est étouffante, la musique extrêmement angoissante, et l'obscurité des images n'est troublée que par la lumière rouge des gyrophares des pompiers. De manière très factuelle, presque avec détachement, la caméra nous montre comment la sœur de Dani a tué ses parents avant de se suicider. Voilà. Très bien. C'est une scène choc. Oui, voilà, c'est clairement, on en a eu parlé l'autre fois, mais c'est clairement une des scènes pour moi qui commence à être une des scènes pivot du film où tout bascule, quoi. Que je trouve assez choquante quand même dans l'exécution, en fait. C'est-à-dire que... Alors, pour revenir à la musique, j'ai trouvé que la musique se faisait un peu le ressenti de Dani. Ces plaintives, ces pleurs qu'elle a se transforment presque en musique via le violoncelle très strident, très dérangeant. Cette espèce d'ambiance lourde là sur les images de découverte des corps. Puis j'ai bien aimé comme c'était amené, en fait. T'as les pompiers qui suivent le tuyau au sol. On dirait presque que c'est comme un jeu de parcours, en fait, tu vois. Et qui découvrent les parents morts dans leur lit. Hop, raccord sur les sacs mortuaires, machin. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien, en fait. Et là où on reconnaît un peu le style en fait de Ari Aster par rapport à Hérédité, c'est ce lent travelling sur la sœur qui nous laisse bien le temps d'apprécier le visage. Voilà. On comprend bien qu'elle a le tuyau dans la bouche, qu'elle a un œil à moitié vitreux, c'est vraiment gore. Enfin, moi, ça m'a marqué. Vraiment, cette image m'a marqué. Avant qu'on passe sur Dani en fait et Christian, pour le coup Christian qui soutient Dani en train de pleurer, avec la musique qui prend le pas sur tout. Et qui se fait justement presque une... comment dire ? Enfin, pour moi, la musique, clairement, fait écho à l'intérieur de Dani, avec cette montée en puissance. Et après, Christian, pour revenir à lui, on le voit quand même qu'il la soutient, qu'il pleure avec elle, mais il a quand même cette impression de dire « Putain, mais je sais pas comment faire. » Enfin, moi, j'ai juste l'impression... Oui, on sent que il se retrouve avec elle dans les bras et qu'il est complètement désemparé et démuni. Bon, qui ne le serait pas dans cette situation, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est vrai que Christian, de toute façon, c'est un personnage, son trait de caractère principal, c'est l'indécision, l'apathie...
la passivité. Voilà, il est passif en fait, Christian. Il est passif dans cette scène comme il est passif dans tout le film. C'est clair. C'est pour ça qu'il l'a pas quitté d'ailleurs, hein, parce que c'est un mec qui est passif. Les choses lui arrivent, mais lui, il n'est acteur en rien. Quoi. Ouais, et c'est là que non plus, c'est là que je condamne pas le personnage, même si on va en reparler par la suite forcément, mais c'est pas le salaud non plus. Ça que je trouve bien dans l'écriture, c'est pas le salaud qui, c'est un salaud avec elle, il la rabaisse machin, parce que malgré le fait que ses potes avant lui disent, écoute, laisse-la, c'est un boulet cette fille, bah il reste là pour elle. Il reste peut-être pas pour les bonnes raisons, c'est là que je suis... Ouais, mais en même temps, je veux dire, il faut mettre les choses dans leur contexte, quoi. Même si on a envie de rompre avec quelqu'un, quand la personne t'annonce mes parents et ma soeur sont morts, tu vas pas lui dire, au fait, sinon je voudrais qu'on discute. Ouais. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, par rapport à la relation amoureuse entre les deux, il faut savoir que Ari Aster, je sais pas si tu le sais, il a écrit le film juste après une rupture amoureuse très douloureuse apparemment, et en fait il souhaitait raconter une rupture amoureuse par le prisme du film d'horreur, donc c'était vraiment un prétexte pour lui. Et c'était déjà un peu la même chose sur Hérédité d'ailleurs, où il y avait cette espèce de catharsis sur les épreuves familiales qu'on peut traverser. Parce qu'il se trouve qu'avant Hérédité, pour faire un petit aparté, il a vécu une succession d'événements familiaux dramatiques qui lui ont même fait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction sur nous ? Mais au sens de malédiction pure et dure, quoi. Qui lui a inspiré le scénario d'Hérédité, quoi. Et avec Midsommar, finalement, c'est ce qu'il a un peu voulu faire. C'est vraiment le sujet du film, c'est la relation amoureuse, et la mettre en fait au cœur d'une espèce de film d'horreur plus classique, on va dire. C'était une sorte d'excuse. Donc en ça c'est intéressant forcément d'évoquer la relation entre Dany et Christian. Oui, mais elle est hyper intéressante leur relation, parce que comme tu disais, c'est très subtil en fait. Ouais. À aucun moment il la rabaisse, à aucun moment il est ouvertement méchant. La rabaisse. Non, je te laisse finir, mais il est jamais ouvertement méchant, ou comme dans des films, comme dans certains films où le mec il arrive avec ses gros sabots et qu'il la traite comme une moins que rien, et du coup nous en tant que public on a envie de dire mais largue-le. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là alors c'est un petit copain pourri, hein, faut bien dire ce qu'il y a, il est pas il a pas la palme du meilleur copain, loin de là. Mais en même temps il faut comprendre aussi, si on se met un peu de son point de vue, le gars, il peut décemment plus la larguer, en fait, quoi. Oui. Alors qu'il aurait peut-être bien envie, mais là, concrètement, il est coincé, en fait, quoi. Et c'est quelque chose que Aster, d'ailleurs, a voulu. Il espère que le spectateur se range pas du côté de Dany aveuglément en disant ok, Christian est un salaud. Mais alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a plein de gens, plein de femmes, notamment, qui l'ont pas du tout. Je pense qu'on en reparlera. On en reparlera plus tard. Je pense qu'on se comprend pourquoi on en reparlera plus tard, mais clairement, oui, moi, j'étais pas dans cette vision binaire en fait de la pauvre Dany, le salaud Christian, tu sens qu'est-ce que tu fais à sa place en fait concrètement, tu la largues, non, même si tu veux le faire, que t'es décidé. Alors il paye un peu pour sa passivité quand même, hein, parce que clairement ça fait longtemps qu'il est plus amoureux d'elle, on comprend ça dans la discussion qu'il a avec ses copains, on voit que ça fait des années en fait qu'il voudrait sortir de cette relation, il aurait pu le faire avant, bon là il se trouve que maintenant c'est trop tard, quoi. On est d'accord. Alors clairement ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, d'ailleurs j'en profite pour placer ça, que ce soit ici ou sur YouTube, à commenter en fait, à potentiellement donner votre avis sur est-ce que vous êtes d'accord ou pas, ça peut être intéressant. Est-ce que notre vision colle avec la vôtre, ou est-ce que pas du tout pour vous, par exemple c'était un pur salaud et que de toute façon il méritait que de mourir et tout ça. Voilà, exactement. Et d'ailleurs je te propose de faire la transition avec la prochaine scène. Tout à fait. Je te laisse la présenter du coup. Donc au détour d'une conversation, Dany apprend que Christian a décidé de partir en Suède pour l'été. L'un de ses colocataires est suédois, il les invite à assister aux festivités du solstice d'été au sein de sa communauté. Dany est surprise et probablement un peu inquiète de se retrouver seule, surtout après le traumatisme qu'elle vient de subir. S'ensuit un long plan séquence où Dany questionne Christian à ce sujet. Il essaie de se justifier à demi-mot, mais surtout contrarié de devoir s'expliquer. Il parvient à la faire culpabiliser, et c'est finalement elle qui s'excuse et qui tente de le retenir. T'en as pensé quoi de cette scène, toi, dans ce qu'elle disait peut-être sur les deux Alors, je la trouve excellente, autant au niveau du dialogue, je trouve que le dialogue est fantastique, parce qu'en fait, encore une fois, c'est très subtil. On y croit complètement. Voilà. Alors les deux acteurs sont excellents, hein, déjà. Et... Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais Jack Reynor, moi je le trouve excellent. Il est excellent aussi, mais il est excellent aussi parce qu'il a pas un rôle facile en plus. Hein. Non. Et je trouve que la mise en scène est hyper intéressante aussi parce qu'elle appuie vraiment sur la distance en fait qu'on tente de mettre entre eux. Parce que pendant toute la première partie du dialogue, Dany elle est face caméra et Christian on le voit dans un miroir en pied situé à gauche de l'écran en fait. Très juste, ça c'est super intéressant. Et du coup on a l'impression qu'il est carrément dans une autre pièce, il est déconnecté du monde auquel elle appartient quoi. Elle est seule en fait. Hein. Et le procédé il est utilisé plein de fois, surtout au début du film en fait pour renforcer vraiment le sentiment d'isolement de Dany.
Et je trouve que c'est très intelligent parce que ça, c'est des choses, c'est presque subliminal si on n'y fait pas attention. On le ressent, mais voilà quoi, on ressent son isolement même à travers la mise en scène. Je trouve que c'est très bien vu. Effectivement, ouais, je me rappelle cette scène. Elle rentre dans la pièce et elle reste à l'entrée de la pièce face à nous et lui est dans le miroir. Et ce que ça dit basiquement, c'est un peu ok, ils sont même pas sur le même plan de réalité. Ils ne peuvent pas communiquer vu qu'ils sont pas sur le même plan de réalité. Lui dans le reflet du miroir. Elle à droite, et tu te dis bon ils peuvent essayer de se parler, mais il y a un fossé entre eux dans tous les cas. Et c'est ça, on le ressent clairement, voilà. Et c'est elle qui finit par s'excuser, c'est intéressant. C'est ça, voilà, c'est ce qui m'a énervé d'ailleurs, cette scène m'a énervé parce que c'est très subtil. Christian, pour moi, ce qu'il fait, alors je vais pas m'attarder dessus pour l'instant, mais cette scène a été rajoutée notamment dans la version longue, on en parlera plus tard, mais c'est encore plus appuyé dans la version longue, mais déjà dans la version courte, on sent cette espèce de retournement de cerveau qu'il lui fait. C'est-à-dire qu'on part d'un mec qui n'a pas dit à sa copine qu'il allait se barrer quelques mois en Suède, carrément. Il a carrément acheté le billet, d'ailleurs, on l'apprend à cette scène-là. Ouais. Alors qu'avant, c'était en mode non, mais on en parle juste. Je suis pas sûre, peut-être qu'on va partir, peut-être pas. Mais en fait, j'ai acheté le billet. Voilà, donc voilà. Et donc, on est avec ce mec-là qui a donc acheté son billet. Sa copine lui reproche, gentiment en plus, hein. Elle est pas agressive, elle est sympa, elle lui dit juste j'aurais aimé savoir. Voilà, et on a Christian qui menace en gros quand il voit qu'il est acculé en fait par rapport à ça. Je vais rentrer chez moi. Et là Dany, non, rentre pas chez toi, je veux pas être seule. On comprend pourquoi elle veut pas être seule en ce moment. Ouais, c'est sûr. Et c'est quand il sent en fait qu'elle va se barrer, qu'il se met à rester silencieux et elle commence à ramer. Tu sais pas ce que tu vas faire ta thèse, que tu vas en Suède, ça m'intéresse. On voit qu'elle est en mode reste, pars pas. Je t'en supplie, reste. Et c'est ça. C'est triste en fait de ce que ça dit de Dany en fait. On se dit ok, là on voit qu'elle préfère être mal accompagnée que seule, et que Christian, c'est peut-être là que je le défends moins. Je dis pas qu'il joue dessus, mais il a totalement cerné que c'était quelqu'un de fragile et qu'il pouvait très vite un peu lui retourner le cerveau. J'ai même pas l'impression qu'il le fait consciemment, honnêtement. Je pense que c'est c'est un mécanisme qui est instauré. Ce qui est peut-être plus grave du coup. Oula, un petit coup dans la table, petit problème technique. Mais ouais, c'est ce qui est peut-être plus grave. C'est presque plus grave, mais c'est instauré. Je pense qu'il se dit pas, tiens, je vais lui retourner le cerveau. Je pense que c'est vraiment un truc qui est instauré entre eux. Et en plus, enfin, c'est logique qu'elle réagisse comme ça. Moi, ça fait vraiment de la peine en fait, parce que littéralement, c'est la seule personne qui lui reste. Littéralement. Elle a plus personne. Donc en fait, elle préfère ravaler ses émotions, encaisser tout, quoi. Plutôt que de risquer une rupture ou de risquer même d'être toute seule un soir, quoi. Après, elle a plus personne, mais au début, elle a quand même son amie. Alors j'ai oublié, je crois que c'est Amy, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je me trompe de prénom. Je sais pas, mais en tout cas, elle est plus jamais mentionnée dans le film. On la revoit un petit peu après. Alors pour le coup, c'est pareil, ça nous fera parler de la version longue, mais en tout cas, Amy qui prend le temps de l'écouter. Et au départ, quand elle l'appelle, que Dany est en mode ouais, mais j'ai peur d'être un boulet pour Christian, j'ai peur qu'il me jarte. On voit très bien déjà qu'elle se sent boulet avec Christian. Et sa copine lui dit mais attends, si dès que tu t'ouvres un peu et que tu te montres fragile et dans le besoin il fuit, pose-toi les questions, c'est peut-être que toi t'es sincère et pas lui. Mais ça passe pas. Dany, c'est un petit peu cette amie I ou IE que tu as toutes les semaines au téléphone. Elles se reconnaîtront peut-être, ou ils se reconnaîtront peut-être, qui te disent qu'ils sont avec des boulets, que tu as cerné le problème depuis des mois et t'as beau leur faire entendre les choses, tant qu'eux ne comprendront pas, c'est pas possible. Ouais, mais elle veut pas comprendre. Non, je pense que ce serait trop douloureux. Enfin, si on lui dit, elle est vraiment toute seule, quoi. Enfin, c'est vrai qu'elle est... T'as perdu ta famille et tiens, perds ton mec parce qu'il est pas bon. Tu peux pas l'entendre. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Mais elle aurait besoin, disons, d'un soutien émotionnel que Christian n'est pas capable de lui donner, en tout cas. C'est pour moi bien tout le problème et le terreau, en fait, qui va faire... pousser les mauvaises graines du film, quelle belle métaphore, parce qu'en fait on parle d'un personnage qui est totalement pas sûr d'elle, qui est isolé, et c'est totalement ce qui va faire que ça va déraper pour moi par la suite, quoi. Donc voilà. Complètement. Donc dans la scène suivante, Christian annonce à ses amis qu'il a invité Dany à se joindre à eux en Suède. Pelle, le Suédois qui organise le voyage, entre en conversation avec Dany. Il est d'une douceur et d'une bienveillance rafraîchissante. Avec tact et gentillesse, il tente d'aborder le sujet de son deuil. Cette dernière est vite rattrapée par ses émotions et préfère fuir. Donc, je trouve intéressant de faire un petit mot sur le solstice d'été déjà, parce que donc là, dans cette scène-là, donc Pelle leur dit qu'il les invite dans son village suédois où ils vont faire cette espèce de petit festival costumé, tout ça, que ça a l'air tout mignon, tout gentil d'ailleurs. Ça a l'air trop chouette. Voilà, trop chouette, on a presque envie d'y aller. Le solstice d'été, en fait, donc le Midsommar, en Suède, c'est une célébration du prophète Jean-Baptiste qui a lieu entre le 9 et le 25 juin. Je me suis un petit peu renseigné là-dessus, donc par rapport à ce que j'ai pu trouver. Je croyais que tu savais tout ça de tête, j'étais impressionnée. Évidemment. Et en fait, de nos jours, fêter le Midsommar, c'est surtout en fait fêter l'idée que le meilleur de l'année est à venir, quoi. C'est plus l'image générale de la chose. Et donc, en Suède, à cette période, les journées sont très longues, c'est-à-dire que le soleil se couche quasiment pas.
quoi. Donc c'est ce qu'on va voir assez rapidement dans le film. Et pour revenir un peu à cette discussion avec Dany et Pélé, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Dany, comme tu le disais, en fait, est très bienveillant avec elle. C'est le seul personnage depuis le début, hormis sa sœur et ses parents, mais non, parce qu'on n'a pas eu le temps de les voir. On n'a même pas eu le temps de les voir interagir. Voilà, interagir, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment le premier qui, tout de suite, quand elle entre dans la pièce, tu vois que donc il y a Marc qui se barre de la pièce, t'as Josh qui est dans son coin, qui la calcule même pas. Par contre, t'as Pélé qui tout de suite l'accueille. Ah merci, c'est super que tu viennes avec nous. Je pense que ça peut être bien pour toi. Presque un regard amoureux envers elle. Vraiment, je trouve qu'il est... en fait, la façon dont il la regarde et dont tu lui parles font du bien. Moi, oui. Tout est fait pour qu'on soit en empathie avec le personnage de Dany, pour que ce soit le personnage auquel on a le plus de chances de s'identifier. Et il la regarde avec ses grands yeux bleus. Ah oui. En plus, donc je sais, j'ai plus totalement le nom de l'acteur en tête. Je crois que c'est. Je me rappelle pas. Wilhelm Bloomberg, un truc comme ça. J'espère que je me trompe pas, sinon je boulette. Mais en tout cas, l'acteur qui joue Pélé, je trouve qu'il a une espèce de charisme calme en fait de. La force tranquille. La force tranquille, exactement. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, pour la première fois, on la voit entrer en contact avec quelqu'un. Et sourire surtout. Elle sourit parce qu'il lui fait un compliment en plus, chose qu'elle n'a pas trop l'habitude de recevoir. Il fait un compliment et... Excuse-moi, elle est plus seule dans le champ aussi. Oui, exactement. C'est un dialogue qui est filmé où on les voit à côté, quoi. Alors, je l'ai plus exactement en tête, mais il me semble bien, oui. Il me semble bien. Je sais pas, enfin, en tout cas, tu sens une connexion entre eux. Il y a un échange. Il y a un vrai échange. Il y a un échange parce que lui, il lui pose des questions et il semble réellement intéressé par la réponse, ce qui n'est pas le cas des autres. Non. Et il l'incite à s'exprimer, là où Christian l'incite à... Enfin, Christian, il la réprime, lui. Exactement. Et lui, il l'incite à s'exprimer. Et surtout, Excuse-moi, c'est quelque chose qui va continuellement... Enfin, c'est un thème... Qui va revenir en fait tout au long du film, où en gros les Suédois vont l'inciter à s'exprimer, là où Christian va l'inciter à réprimer ses émotions, quoi. C'est ça. Et Pélé d'ailleurs c'est le premier qui met le doigt là où ça fait mal, qui lui dit déjà c'est le premier, ça c'est aberrant, à lui présenter ses condoléances. Oui. Aucun ami de Christian le fait, ou en tout cas ils évitent le sujet soigneusement. Ouais. Voilà. Et lui, il y va franco. Et donc là, Dany se décompose. Alors, moi, je l'ai interprété, je sais pas si tu l'as vu comme ça, un peu en mode... Elle doit être contente qu'on lui en parle, mais en même temps, elle n'est pas prête à ce que quelqu'un lui en parle. Elle n'est pas prête à vivre ses émotions, tellement elle a l'habitude de les réprimer. C'est de la pudeur, ouais. Ouais, vraiment, j'ai l'impression. Et ça donne lieu à une transition visuelle que j'ai trouvée ouf, que j'ai trouvé vraiment bien quand elle passe des toilettes de l'appartement aux toilettes de l'avion, avec cette espèce de basculement de caméra qui est en plongée, là, en vue zénitale. Et hop, on passe dans l'avion, elle est en train de pleurer. Je trouve que ça vraiment, ça image vraiment le fait que sa tristesse est omniprésente et qu'elle se cache pour pleurer. C'est très basique, mais en fait... En 2 secondes, on nous raconte plein de choses, Voilà, qu'est-ce qui se passe ? On lui parle de sa douleur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va s'isoler pour la vivre. Elle la vit toute seule dans son coin. Et après, dès qu'elle retourne s'asseoir dans l'avion, hop, masque de circonstance, je m'assois, je prends la main de Christian et tout va bien. Voilà, Et c'est très dérangeant sur ce que ça dit, en fait, sur la capacité d'écoute de son entourage, à part Pélé, qui est un étranger total pour elle. Je crois que c'est peut-être l'une des premières fois qu'elle le voit, je sais plus. Je sais pas si c'est expliqué ça, en fait, ou si c'est... Je sais pas si c'est expliqué, mais on sent que voilà, c'est pas quelqu'un de proche, en tout cas, non, c'est clair. Carrément pas, ouais. Donc je sais pas comment tu l'as vu, toi, par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que c'est intelligent. Alors, on va y revenir, mais je trouve qu'Ari Aster, il est fort parce que le personnage de Pélé, il nous met dans sa poche, en fait. Dany et les spectateurs, au passage. On se dit enfin quelqu'un qui a un peu de considération pour elle et ça fait du bien. Mais justement, c'est intéressant. On y reviendra. On y reviendra pour... Ouais, voilà. C'est compliqué pour l'instant. Même si vous avez vu le film et vous savez déjà de quoi on parle, c'est compliqué de trop se pencher là-dessus pour l'instant. Exactement. Donc, voilà. Après une courte scène dans l'avion, la bande arrive en Suède. Les spectateurs ont un bref aperçu de leur trajet en voiture pour rejoindre la petite ville où auront lieu les festivités. Le temps semble s'étirer, les personnages sont fatigués. La caméra se fixe sur la voiture et bascule à l'envers, comme pour nous faire comprendre que nous arrivons dans un monde parallèle, un monde inquiétant et inconnu. La musique se fait plus présente, plus oppressante. C'est ainsi que nous entrons à Hälsingland, la tête à l'envers, désorienté et nerveux. T'as pensé quoi du coup de ce trajet en voiture Intéressant, parce qu'il y a un changement d'atmosphère flagrant. Oui, ouais, là c'est flagrant. Là, tout le début du film est très 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 sombre
Et là, d'un seul coup, on est baigné de lumière, c'est lumineux, c'est coloré presque. Alors, j'avais lu quelque part que Ari Aster appelait ce film, disait que ce film était un magicien d'Oz pour les pervers. Et je trouve ça intéressant comme parallèle, parce que le magicien d'Oz, le début du magicien d'Oz est dans des tons très sépia, très tristes, et dès que Dorothée arrive dans le monde d'Oz, le monde magique, tout passe en Technicolor, avec des couleurs très criardes. Ça, c'est super intéressant. D'accord. Et du coup, là, on a droit à exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que tout le long, on a eu beaucoup c'était lugubre, quoi. Tout était très, très sombre et très lugubre. Et dès que Dany et ses amis arrivent en Suède, c'est baigné de soleil, le blanc, c'est saturé, ça fait presque mal aux yeux. Oui, non, mais c'est ça, clairement. Et tu parles du magicien d'Oz, je sais pas si tu as remarqué d'ailleurs que sur le frigo de Christian dans son appartement, il y a un portrait de l'homme de paille, je sais plus son nom, oui. Scarecrow en fait on dit, je crois en anglais, l'épouvantail, pardon, l'épouvantail. Il y a un portrait de l'épouvantail très discret sur le frigo de Christian, donc je pense que la référence n'est pas là pour rien et que clairement le magicien d'Oz a dû influencer la vision du film. Je pense que c'était dans la tête d'Astor dès le départ. Hein. Voilà. Et moi j'ai bien aimé, c'est même, alors sur le coup j'ai trouvé ça un peu peut-être, comment on va dire, un peu démonstratif, la caméra qui bascule à l'envers. Mais en fait, en le revoyant, le film, je me suis dit, non, en fait, c'est très intéressant quand tu as vu le film en entier de comprendre clairement qu'il te dit, ok, là, on va redistribuer les cartes, on bascule totalement dans une espèce de réalité alternative. Et puis avec cette espèce de vrombissement sonore derrière qui est très lourd, très présent, qui a commencé juste avant d'ailleurs dans la scène de l'avion avec les turbulences. On passe devant Dany qui a son visage de circonstance, et d'un coup t'as les turbulations qui prennent presque suite après dans le trajet en voiture, qui pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, font clairement écho à ce que Dany ressent encore dedans, que c'est en train de la travailler, que ça l'arrange, ça gronde en fait en elle, et que là on bascule totalement dans un espèce d'ailleurs en fait. Monde, complètement, mais c'est et effectivement, comme tu dis, on va rebattre les cartes en fait. Hein, ça va, même les dynamiques de pouvoir vont finir par s'inverser. Exactement. Et donc clairement, c'est une façon imagée de nous faire comprendre. Ça peut paraître grossier, peut-être tu dis ok, on a compris, il y a une bascule, toi, littéralement, il y a une bascule visuelle. Mais en même temps, ça marche, donc ça marche très bien, donc. Ça marche bien, ça met mal à l'aise aussi, parce que je pense que l'objectif d'Aster, c'est quand même de mettre mal à l'aise. Et puis jusque-là, il s'est rien. Alors bon, mis à part la mort de la famille de Dany, mais je veux dire, il s'est rien passé de vraiment hyper choquant. Non. Et puis surtout, ça appelle au truc que c'est un film assez lent. Je sais pas si vous l'avez pas vu, ça peut. Ah ben c'est sûr que celui qui adore le film avec les jump scares, enfin le film d'horreur entre guillemets classique, c'est vraiment pas ça. Il va s'ennuyer, je pense. C'est pas. C'est très en fait, c'est subtil, comme tu le disais au départ. C'est subtil. C'est subtil, mais il nous spoil tout dès le départ en fait. Hein. Ça le dérange pas par contre. Hein. Alors ça, je pense que si t'es d'accord, on pourrait y revenir un peu plus tard parce qu'il y a vraiment de quoi dire, et je pense que c'est peut-être bien d'avoir une vue d'ensemble avant d'en parler, si t'es d'accord avec ça. Complètement. Mais donc c'est vrai que le coup de la caméra qui bascule, c'est efficace pour te faire comprendre en fait que c'est bon, on a basculé dans un ailleurs, et que là tu sais pas où t'es en fait. C'est de la même façon qu'au début un peu on basculait d'un coup avec la mort des parents, là c'est encore pire parce que tout change même visuellement. C'est une réalité c'est un peu parallèle, tout de suite moi je l'ai senti comme ça la première fois que je l'ai vu, ok, j'ai compris, on bascule dans un truc différent quoi. C'est sûr. Dès leur arrivée, la petite bande se voit proposer des champignons hallucinogènes. Dany n'est pas très à l'aise à l'idée d'en prendre, mais cède néanmoins à la pression du groupe. S'ensuit une scène visuellement intrigante où la nature semble personnifiée. Dany paraît calme, presque détendue. Cette sensation est malheureusement de courte durée. La simple mention du mot famille la fait basculer. Elle préfère s'éclipser pour laisser exploser ses émotions à l'abri des regards. Si ça te va, je vais commencer par dire ce que j'en ai pensé. Déjà, j'ai trouvé extrêmement intéressant la façon dont il montre les effets hallucinogènes en fait des champignons. Très poétique en fait, l'idée de l'herbe qui pousse sur la main, l'actrice, cette espèce de communion totale avec la nature qui est là, voilà. Quand elle regarde l'arbre, t'as cette espèce d'arbre presque qui bouge, qui est vivant, avec les paroles de Pélé, on est en plein trip, en mode mais trip bienveillant, tu vois, et tout. Et effectivement, quand elle entend le mot famille, tout de suite, c'est comme si le sortilège se rompait, c'est français, oui, se rompait, se rompait, c'est ça, merci. Et hop, là, panique, hop, on bascule dans un bad trip où elle court se réfugier dans la cabane et où, je pense que tu l'auras remarqué, on voit très vite le visage de sa sœur dans le miroir, avec le tuyau dans la bouche. Elle se retourne, il n'y a pas sa sœur évidemment, et quand elle se revoit dans le miroir, elle a le visage déformé, et là c'est la panique, elle fuit, et ça met un peu en avant le travail des miroirs en fait que Aster a mis un peu dans le film,
qu'on avait déjà vu au début un peu avec Christian, comme en fait questionnement un peu de la réalité en permanence. Est-ce que finalement ce qu'on voit, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on voit, est-ce qu'on voit le monde tel qu'il est, ou je trouve ça assez intéressant parce que là clairement depuis qu'on a basculé avec la scène précédente dans la voiture, on sent qu'il y a une espèce de truc qui flotte dans ce monde, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on voit. On ne sait plus à quoi trop se fier, ouais. Et en plus, il nous balance une scène d'hallucinogène où là, tu te dis, attends, elle rêve pas, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qui est vrai, tout ça. Mais en fait, ces hallucinations mettent clairement en avant ses angoisses en premier lieu. D'ailleurs, quand elle a fini le bad trip, je crois qu'on a un plan noir, et avant de se réveiller, elle voit des flashs de son père, sa mère, sa sœur. Donc c'est vraiment qu'il y a un truc qu'elle ravale, qu'elle n'a pas digéré, et qui ressort sous les effets des champignons, quoi. Oui, complètement. Moi, je trouve intéressant la façon dont elle finit par accepter d'en prendre alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Oui, ça, j'ai vu ça. Pour pas encore froisser le groupe, même si Christian lui dit t'inquiète, ne sens pas forcé, pour faire plaisir à Marc. Il y a une pression sociale derrière. Il y a une pression sociale, complètement. Ouais, en anglais, c'est ce qu'ils appellent peer pressure. Donc voilà, la pression du groupe, quoi, la pression des pairs, littéralement. Pairs, P-A-I-R-S. Et ouais, je trouve que c'est intéressant de voir comme elle dépend tellement de ce tout petit groupe qui l'a plutôt accueillie tant bien que mal. Oui, mais voilà, clairement. Ouais, qu'elle est prête à faire ce qu'il faut pour rester parce qu'elle ne peut pas imaginer d'être seule, quoi. Clairement. C'est intéressant, même à travers des détails comme ceux-là, en fait, on le voit bien. C'est subtil, pareil, mais encore une fois, ça pointe bien ça caractérise Dany, en fait, dans cette idée qu'elle est... je vais pas dire, j'aime pas le mot faible, en fait, mais qu'elle est très fragile et mal entourée. Et ça fait un cocktail qui sera explosif par la suite, quoi, parce que finalement, il n'y a pas pire scénario que ça, quoi. C'est sûr. Mais pour pas froisser son petit monde, elle va s'oublier, elle. Je me suis beaucoup reconnu, en fait, dans Dany, donc... ouais, et c'est ça qui m'a, après coup, inquiété par rapport au film, c'est que je me suis vraiment pélé pour moi, tu vois, je lui faisais confiance en mode dès le départ, machin. Non, mais ça, c'est fait pour, tout le monde. C'est fait pour, mais n'empêche que certains ont vite... tu vois, j'ai regardé le film avec mes parents il y a pas longtemps, et ma mère était sur sa garde tout le long par rapport à ce mec. Alors, ouais, vraiment, alors que moi j'étais là en mode... Oh non, avec ses grands yeux bleus, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. T'es peut-être pas objectif là. non, il est mignon, mais je veux dire, c'est pas tant ça, mais c'est moi, Voilà. Mais même à la fin, j'arrive pas à lui en vouloir appeler. Hein. C'est horrible. Hein. Et tu vois, je vois ce que tu veux dire. Et par rapport à Dany, pour revenir sur elle, en fait, moi j'ai vraiment tout le temps été un peu comme ça, et je le suis malheureusement encore trop aujourd'hui. Pour pas en fait froisser les gens, pour pas froisser l'ambiance, je vais allez, c'est bon, c'est pas grave, je vais accepter les trucs, beaucoup moins qu'avant, que j'aurais peut-être pas accepté tout seul parce que là j'ai peur de froisser quelqu'un, de niquer l'ambiance, tu vois, un peu, donc c'est un peu après je pense qu'on a tous une partie comme ça aussi, là disons que là, comme tu disais, elle est extrêmement fragile et extrêmement mal entourée, donc du coup forcément ça... Je pense qu'on a tous été plus ou moins mal entourés. Oui, à une période de notre vie, c'est un peu obligé aussi. Et en voyant cette scène, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle faut que cette bande de potes, en fait. Vraiment, c'est... Bon, Christian, déjà, c'est une chose, puis même Marc, tout ça. Bon. Oui, on va en parler de Marc. Mais c'est vrai que... Et donc, voilà, on peut en revenir aussi à cette idée que le film se passe désormais en plein jour. C'est vrai qu'à partir de là, en fait, on est vraiment tout le temps en plein jour. Et je sais pas si Alors, j'ai trouvé cette information par rapport aux fleurs qui suivent le petit parterre de fleurs jaunes qu'il y a avant qu'ils arrivent au village. Oui, c'est comme le magicien d'Oz aussi, là. Alors, j'allais pas dire ça, mais ça sera intéressant, je te laisserai en parler. D'accord. Du coup, vas-y, par rapport à... Alors, en fait, dans le magicien d'Oz, ils suivent The Yellow Brick Road, la route de briques jaunes, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. Et donc, du coup, ils suivent donc ce chemin pour arriver... pour arriver dans le monde d'Oz, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai vu aussi cette analogie-là. Mais... Ouais, c'est pas impossible qu'il ait fait ça pour ça. Moi, c'est un peu plus terre à terre et basique. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment, c'est du millepertuis, les fleurs qu'il y a au sol, qui seraient en fait des fleurs reconnues pour le traitement en tant qu'antidépresseur. Donc, après, apparemment, ça, c'est qui est un thème central du film, quoi, la dépression. Donc, est-ce que quelque part, c'est pas un peu l'image de, ok, t'es en train littéralement de d'arpenter ta dépression, et là où tu vas aller, tu vas réussir à la comprendre, tu vois, ça peut être peut-être vu comme ça. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, je vais peut-être te laisser parler un petit peu de l'arrivée. L'arrivée à Arga. Voilà, l'arrivée à Arga qui va constituer vraiment le basculement dans le cœur du film, en fait, on va dire. Tout à fait. Un plan zénital nous permet d'observer les personnages qui avancent dans la forêt tels des fourmis dans les hautes herbes. Une douce mélodie accompagne leur procession. Le soleil est bien présent lorsque les personnages débouchent sur une clairière où ils sont accueillis par de nombreuses personnes souriantes, tout de blanc vêtues. Bienvenue à Arga, où tout n'est que sérénité, harmonie et beauté, du moins en apparence.
Tu pourrais presque nous le vendre, dis donc, le t'as vu ticket ça, pour ça fait Arga. envie, hein. C'est pas mal, T'as envie c'est de pas partir mal. à Arga Carrément, pour les carrément. vacances. Jusque-là, tu peux avoir envie, hein. Moi, perso, quand... justement, en fait, quand ils y sont arrivés, j'étais pas... Je savais très bien que le film allait déraper, parce que malheureusement, j'avais vu les bandes annonces qui en disent pour moi tout le temps trop, n'est-ce pas ? C'est mon avis, en tout cas. Ouais, j'avais pas vu les bandes annonces, mais ouais, on sent, on devine, l'ambiance est tellement pesante, on devine qu'il va se passer un truc. Quand t'as vu Hérédité, tu sais qu'il va pas te faire oui en second film. Ça, c'est clair, voilà. Ceux qui ont vu Hérédité, d'ailleurs, voilà. Oui, il y a certains plans, voilà, qui restent en tête aussi. Ah ouais, non, ça c'est clair. Et donc, l'arrivée à Arga, je sais pas, je vais te laisser en parler en premier, d'ailleurs. Alors oui, c'est beau, hein. Voilà, ils sont tous habillés en blanc, on voit vraiment, c'est harmonieux, c'est la nature. Non, on y croit et ça donne l'impression que c'est un havre de paix bienvenu pour Dany, quoi. Totalement. C'est ce que j'ai ressenti aussi, quoi. C'est finalement, elle a sa place presque, tu vois. Mais là, pour revenir sur ce que tu disais sur cette lumière qui est tout le temps présente, Aster, en fait, il a fait appel au directeur photo qu'il avait déjà eu sur Hérédité pour gérer la lumière du film. Je vais citer son nom, Pavel Pogorzelski. Voilà, j'espère que je me suis pas trop craqué sur la prononciation. Et en fait, il lui a dit qu'il voulait quelque chose de très un style presque pastoral, en fait, pour le film. Oui. Quelque chose qui soit agréable à regarder, mais qui peu à peu tourne un peu au blafard, c'est-à-dire qu'on passe d'une lumière qui t'enveloppe, qui est un peu jaune, chaleureuse, très lumineuse, à quelque chose qui dérape un peu sur le blafard. Je pense que ça représente assez bien le film, et qui soit presque gênant et agressif. Et ça, je l'ai presque ressenti. Il y a des fois, j'étais là en mode, mais attendez, on n'est pas à la limite de la surexposition là dans l'image. Alors sur le coup, je me suis peut-être dit que c'était ma télé qui était mal réglée le jour J, et tu regardes le film sur n'importe quelle plateforme, en fait, un ordi, une tablette ou autre, non, c'est clairement volontaire. Et c'est vraiment intéressant parce que le début du film, on est presque dans Hérédité, quoi. En termes d'ambiance. C'est comme dans Hérédité, c'est très très sombre. Voilà. Et là, mais en pleine lumière, avec ces plans très longs j'ai remarqué en tout cas qu'à partir de là, les plans commencent à être beaucoup plus longs. Donc t'as cette impression de temps un peu qui s'étire, où tu sais plus trop quelle heure on est en plus. Désolé, problème technique. Ça arrive. Donc je vais reprendre avec le soleil qui est en permanence présent à cause du fait qu'il est quasiment tout le temps présent en Suède à cette période de l'année. Oui. Et t'as quand même cette impression que de trop beau pour être vrai un peu. Du genre, où est-ce que se cache le piège, parce que t'as cette lumière immaculée, de par les vêtements, tout est blanc, tout est resplendissant. Ce sentiment de trop beau pour être vrai un petit peu, tu vois. Ce sentiment de pureté immaculée qui est un peu... On a un peu de mal à y croire. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, là c'est vraiment... Pour la suite du film, ça rejoint ce que tu dis, c'est l'horreur en plein jour en fait. C'est ça, et c'est très bien vu parce que c'est rare en fait. On a trop des codes d'horreur inclus. Tu prends 90% des films d'horreur, c'est dans le noir, au détour d'une porte, au détour d'un couloir. En fait, je trouve qu'il est intelligent, même au niveau de son scénario et puis de la mise en scène, clairement. C'est-à-dire qu'il utilise les codes de l'horreur, mais il va les retourner en fait. Exactement, ouais. On y reviendra à d'autres moments du film, mais il y a vraiment tout un tas de codes. On voit qu'il maîtrise très très bien les codes de l'horreur. Ouais. Et que du coup, il les utilise pour mieux surprendre le spectateur. Et ce qui est incroyable, parce qu'en fait, on ne devrait pas être surpris. Non. À plein de niveaux, parce qu'en fait, il nous annonce à l'avance plus ou moins ce qui va se passer. C'est juste qu'on n'est pas capable de le voir. Et c'est en ça aussi que c'est l'horreur en plein jour. C'est en plein jour dans les deux sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, en fait. C'est-à-dire que oui, en plein jour, parce qu'il y a le soleil qui est omniprésent, qui se couche jamais. Mais il y a aussi le fait qu'il nous spoile tout le film dès le départ. Et donc ça aussi, c'est en plein jour, en fait. L'horreur elle-même est en plein jour. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et les Arga font preuve d'une franchise déroutante. Oui. Ils te disent des choses absolument atroces de manière cash et sans même se... Oui, c'est ça c'est ce qui pose la question. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais est-ce que je devrais pas me barrer là en fait ? Mais du coup non, parce que t'es un peu désarçonné vu qu'on te le dit clairement. Donc tu te dis il y a pas de piège. En fait il y a des pièges, mais tu sais pas les voir parce que c'est ça. On te sort des trucs, mais... Et c'est vrai que du coup c'est en plein jour dans tous les sens du terme, quoi. Ouais, tout est dit, tout est de manière très cash, très franche, et c'est surprenant pour un film d'horreur. Parce qu'en général, on est plutôt dans la recherche il y a un mystère, il y a quelque chose de caché, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est clairement beaucoup de films d'horreur sont axés là-dessus, sur le fait de quel symbole je dois repérer, quand est-ce que ça va partir en live.
Et là, c'est ce qui est un peu déroutant, c'est que le film est assez lent, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tu sais pas trop où te situer. Moi, je sais que j'étais un peu en mode, ok, je me laisse porter, je vais voir quand est-ce que ça dérape. Parce que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, quoi. Je trouve que l'ambiance est bien malaisante dès le départ. Ouais, très. Ouais, c'est du mal. Dans mes notes, j'ai noté, vous reprendrez bien un peu de malaise. Ah quoi, oui, mais non, c'est vraiment ça. Quoi. C'est un peu un festival, quand même, Midsommar. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Oui. Mais je sais pas si t'as remarqué la façon aussi dont il utilise à l'arrivée du village les arrière-plans. C'est-à-dire que t'as beaucoup d'arrière-plans très très vivants. Et à ce sujet, en fait, il a tenu à utiliser le même ratio d'image qu'il avait utilisé sur Hérédité, qui est le 2.0, qui permet en fait de vraiment... Alors, allié à des objectifs vraiment qu'il a voulu adapter à ses besoins, qui permet vraiment de placer des éléments au premier, au second plan et en arrière-plan, vraiment de remplir le cadre de vie, parce qu'il préfère en fait Aster faire des plans uniques qui presque te racontent une scène dans la scène, que faire un découpage, oula j'ai touché un peu le micro, que faire un découpage de plans très cut en fait. Oui. Et quand t'arrives, j'ai cette image en fait d'une espèce de procession de gens qui est en train de danser derrière, avec un espèce de travelling avant qui nous font en même temps découvrir les bâtisses. Et tu te dis attends mais je sais plus regarder en fait parce qu'il se passe plein de trucs et c'est super intéressant. Et ça a rendu d'ailleurs, j'ai lu quelques trucs à ce sujet, on le voit notamment dans le making-of du Blu-ray, ça a rendu le travail de gestion de tous les éléments très compliqué parce que t'as des fois t'avais 50 figurants derrière qui devaient retenir leur placement au sol, leur marquage, et en une séquence, enfin en une prise, tout le monde devait être calé, d'autant que Ari Aster ne double pas ses prises, c'est-à-dire que il va avoir une prise qui est bonne, il va pas l'assurer. Il va dire, elle est bonne, je préfère la faire une seule fois, qu'on en a une de bonne, on ne la double pas par sécurité. Il pense que ça galvanise l'équipe en fait et que ça motive tout le monde à donner le mieux possible. Et ce qui est super paradoxal parce que c'est quelqu'un de très très anxieux. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi vous doublez pas les prises, vous qui êtes anxieux, il préfère répondre, bah non justement ça me tranquillise de faire comme ça, de tout maîtriser d'un coup et de me dire bah ma prise très longue elle est bonne et je la préfère comme ça. Et je trouvais ça intéressant par rapport à sa façon de filmer parce que très souvent les plans deviennent très très longs à partir de l'entrée d'un Arga. Oui. Et les arrière-plans sont tout le temps brouillants de vie. En fait, il y a pas quoi. mal de... Enfin, il y a même des plans séquences. Il y a pas mal de plans séquences dans le film. Il y a quelques plans séquences, ouais. Et ça me... Enfin, ça m'étonne pas que tu dises que c'est quelqu'un d'anxieux. Moi, je pense que ça doit être quelqu'un qui doit être un peu maniaque du contrôle aussi, à mon avis, parce qu'il y a tellement de détails, ça fourmille de détails. Et j'avais vu une interview de Florence Pugh qui disait que même dans le script en lui-même, ça fourmillait de détails. La vision du réalisateur était très très claire. Très précise, c'était bien que ce soit lui qui réalise, parce qu'elle expliquait que si ça avait été réalisé par quelqu'un d'autre et que le studio avait un peu plus mis son grain de sel, elle disait qu'en fait, en général, quand on reçoit des scripts avec autant de détails à l'intérieur, ils sont souvent abandonnés parce qu'ils sont réalisés par quelqu'un d'autre, que la vision est différente, que le studio s'en mêle. Et là, du coup, elle disait que c'était très bien que ce soit à la fois lui l'auteur du script et lui le réalisateur. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé au début, mais effectivement, il est scénariste et réal. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais en fait, la quantité de réals qui ne scénarisent pas leurs films, c'est énorme. C'est très très important. Ouais. Et c'est vrai que... par rapport à Ari Aster, il a été comparé, alors après j'aime pas trop les comparaisons un peu clichés comme ça, mais je vais les citer, c'est Mad Movies en fait qui a comparé Aster un peu à un peu Kubrick dans cette précision qu'il a du cadre et ce qui est pas faux en fait en soi. Je pense que c'est assez pertinent comme. Alors, je vais dire un truc qui va pas te plaire, mais moi le film m'a par moments fait penser à Shining. Ah non mais je ne suis pas anti-Shining, je te rassure, mais on y reviendra sur Shining. J'ai pas mal de points de désaccord avec ce film, même si t'es cinéphile, tu dois aimer Shining. Ce discours ne me parlera jamais. Mais non, mais Shining, je peux en aucun cas enlever cette précision du cadre et cette non, c'est clair. Mais c'est vrai que je pense que là où tu as raison, c'est qu'un film autant bourré de détails subtils, et c'est là d'ailleurs que Midsommar il questionne un truc, c'est notre attention en tant que spectateur. Tu te rends compte qu'en fait, quand tu revois le film, attends, mais j'ai raté 40 trucs. Et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'on n'est pas trop devenus des spectateurs Alors moi, c'est pas le cas devant un film. Quoique, en fait, je dis ça, mais ça va peut-être arriver de temps en temps. Mais un film que je connais, mais les gens ont souvent le téléphone. J'ai appris qu'apparemment, les gens regardent Netflix en étant en même temps sur Instagram. Et du coup, après, les gens, quand t'as des séries comme Dark, qu'on abordera peut-être un jour, je sais pas, ils te disent « Ah, mais j'ai rien compris, tu quittes l'écran 2 secondes sur ton téléphone, pose ton téléphone, en fait, devant Dark, tu vois. Pose ton téléphone devant Midsommar, c'est pareil. » Et ça questionne vachement, en fait, notre attention de spectateur. Il y a certains films...
ça va, si ma mère nous écoute, ça va beaucoup la faire rire. Moi, il y a des films que j'appelle des films à repasser, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je peux regarder pendant que je fais mon repassage. Je vois. Je vais mettre une comédie romantique pendant que je fais mon repassage, parce que si je rate un plan... Bon, j'adore les comédies romantiques, hein, c'est pas du tout... mais voilà, quoi. Si je rate un plan, vraisemblablement, je devrais comprendre la suite de l'histoire. Oui, non, mais on est d'accord. Midsommar, je peux pas le regarder en repassant. Vous voyez, il y a certains films comme ça qui réclament toute notre attention et c'est même pas leur rendre justice que de les regarder en faisant autre chose, quoi. Surtout, c'est que, c'est là que tu te rends compte qu'il y a. Alors là, on digresse un petit peu, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment deux peut-être types de spectateurs qui vont voir un film. C'est t'as forcément nous qui allons gratter un peu plus, qui à se dire, ok, si la caméra est placée comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, machin. Et t'as ceux qui vont s'en foutre, c'est-à-dire qu'ils vont le regarder le film et qui vont juste te dire, ça m'a fait peur ou pas. Et si tu vas leur dire, ouais, mais t'as vu quand même tous les détails, ouais, super, mais je me suis fait chier en fait. Et du coup, il y a un peu cette double vision de tu sais plus trop ce que c'est un spectateur de cinéma aujourd'hui. Et je pense que les mecs qui font des films se trouvent un peu pris là-dedans. C'est trouver le juste milieu. Voilà. Est-ce que je suis entier et que je fais mon film comme je le veux, bourré de détails, et s'il y a 2 personnes qui me suivent, tant pis. Ou est-ce que je fais mon film mais que après, quand même, on peut aussi. Enfin, moi, je sais que la première fois que je vois un film, en général, je fais pas tant attention à tous ces détails. En fait, moi, je suis prise dans l'histoire. J'ai envie de savoir ce qui va arriver au personnage. C'est plutôt ça qui va me. Ça me frustre d'ailleurs personnellement, mais. Mais non, mais c'est intéressant parce que ça permet d'y revenir si tu as aimé, parce que. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce ressenti-là ? Et c'est là que c'est intéressant de gratter, en fait. Mais du coup, Midsommar, que tu n'as pas particulièrement apprécié, en fait, au final, comme tu le disais, est-ce que tu l'aurais vraiment revu ? Non, je me serais jamais infligé ça, honnêtement. Magnifique. Non, mais tu vois, c'est dommage quelque part qu'en une vision, moi, ça me dérange que j'arrive pas en le voyant, j'ai su que c'était un très bon film. Et comme je disais, pas pour moi, j'expliquerai pourquoi quand on arrivera à la scène en question. Aux scènes en question. Mais parce qu'il y en a plusieurs qui sont un peu dérangeantes. Mais en fait, par contre, une fois que j'ai vu le film, j'ai adoré aller gratter un peu dessus, aller voir des analyses, aller lire des articles dessus, même si je n'ai pas aimé le film, parce que j'ai ressenti telle et telle chose devant le film. Donc le film concrètement a tout à fait atteint son objectif avec moi. Oui, c'est parce que ça, il y a aussi les gens des fois ne veulent pas concevoir qu'ils ont pas aimé le film, mais que pour autant c'est un bon film. Il y a rien qui m'énerve de plus quand on me dit c'est de la merde ce film, j'ai pas aimé. Tu peux peut-être me dire, je n'ai pas aimé ce film, il ne m'a pas touché ou autre. Ouais, voilà, il m'a pas plu pour telle ou telle raison. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant quand même de... On peut regarder un film comme ça sans se prendre la tête, heureusement, hein. Mais derrière, moi, il y a certains... Pas tous, hein, évidemment, c'est sûr que si je regarde le dernier Will Ferrell, je vais pas aller regarder les anecdotes de tournage. Faut J'adore Will Ferrell, hein, ça me fait je vois ce que tu veux dire. Voilà. Aussi, mais c'est sûr que le jour où je regarde Midsommar, je vais me poser, je vais le regarder avec attention parce que je sais que derrière, il y a potentiellement des choses qui vont m'intéresser et d'aller gratter un peu dessus, quoi. On est d'accord, clairement. Par rapport au village, je sais pas si tu as eu cette impression, le village lui-même est assez dérangeant en fait, comme il est fait. En fait, tout fait bien ordonné, sauf ce bâtiment qui tout de suite m'a grippé les yeux. En fait, le bâtiment on dirait qu'il plonge vers le sol, limite qui s'est affaissé en fait vers le sol, le dortoir, si je fais pas erreur. Je sais pas si tu te le remets, c'est une espèce de bâtiment, on dirait qu'il plonge vers le sol, et tout de suite ça confère une espèce d'ambiance discornue au village. Tu te dis attends, il y a quand même un truc qui va pas en fait, tu vois. Je trouve que ça participe à ça, et du coup c'est un village en plus, encore une fois le mec est vraiment un artisan de A à Z sur son scénar. Il a été fait selon les plans de Ari Aster lui-même, c'est-à-dire que le mec a prévu toute la topographie des lieux, il a prévu le plan, il s'est renseigné sur les solstices d'été, les traditions qui se faisaient, donc voilà, je vais reprendre un petit peu mes notes parce que c'est un peu vaste, mais il s'est renseigné sur les traditions du solstice en Angleterre, en Allemagne, en Suède. Et avec son chef d'éco, donc qui est Henrik Svensson, ils ont tenté en fait de comprendre comment vivaient les gens dans les communautés scandinaves rurales religieuses aujourd'hui, comme il y a 500 ans en fait. Et ils ont essayé de retranscrire un petit peu ça au travers d'un lieu très réaliste, enfin qui voulait être très réaliste pour le spectateur, mais qui en plus sur un plan métaphorique soit un petit peu une espèce de manifestation de la volonté de Dany. C'est là qu'on rejoint un peu plus le côté imagé du village, presque comme si ce village, elle l'a appelé de ses voeux. Elle a besoin de quelque chose et ce village lui tombe dans les bras en fait à ce moment-là. Et en ce sens, il voit un peu, tu vois, le film comme un conte de fées. Donc on raccroche un petit peu les wagons avec ce que tu disais par rapport à Magicien d'Oz. Par rapport au Magicien d'Oz. Et par rapport c'est justement ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il a rendu le village crédible. C'est vraiment palpable. De toute façon, ils l'ont réellement construit déjà. Ils ont pris un terrain vague. Alors c'est pas en Suède, c'est en Hongrie pour information. Ça n'a pas réellement été, parce qu'il y a des lois de tournage très compliquées en Suède qui font qu'ils ont préféré tourner en Hongrie.
Mais en plus, tous les bâtiments ont été créés sur système de pilotis, c'est-à-dire qu'il y a une législation de tournage qui faisait qu'ils n'avaient pas le droit de poser à même le sol, donc tout est sur pilotis, d'après ce que j'ai... Ouais, donc je te laisse imaginer le bordel pour organiser. Et voilà, cette façon de rendre le village très crédible avec la richesse des détails, on voit qu'il y a eu un énorme boulot du chef déco. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça... tout de suite, ça te met dans un truc réel, en fait. Tu te dis pas, on est en studio. Non, on est vraiment dehors, on est vraiment en plein soleil, ce qui lui aura d'ailleurs causé des soucis de raccord lumière. Ah oui, j'imagine que ça a dû être apparemment, compliqué. d'après le réal, il y en a plein dans le film, des raccords lumière foireux. Moi, j'ai beau regarder, voilà. Mais c'est très... Ouais, tourner en plein soleil, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que plus il y a de lumière, mieux c'est. Tourner en plein soleil, il suffit d'avoir juste bidouillé en photo un petit peu une fois dehors pour se rendre compte que c'est un vrai casse-tête. Donc, ça n'a pas été de tout repos sur ce plan-là, le tournage. Mais donc, c'était important qu'il tourne dehors. Il pouvait pas faire ce film à l'intérieur. On aurait eu ce côté un peu fake. Alors, ça aurait pu être un autre parti pris de mise en scène, pour le coup. Exact. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est vraiment comment dire, ce contraste avec le côt très lugubre du début. Carrément. Et les sons aussi, ça je l'avais pas remarqué, c'est en lisant cette information, j'ai fait attention. Tous les sons en fait que tu entends à Arga, une fois qu'on y est, sont émis par la communauté. C'est-à-dire quand tu prêtes bien attention, tout ce qui est bruit d'oiseaux, grillons, tout ça, si c'est pas inexistant, c'est très 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 bas. Et en fait, quand tu le revois, tu te dis ah ouais, mais en fait, il y a presque un sentiment de claustro qui s'installe parce que t'as l'impression que tout le reste est étouffé, qu'il n'y a plus que la communauté qui existe et plus l'extérieur. Et t'y fais pas gaffe. Et même en fait, quand ils sont posés en pleine nature, t'as pas d'oiseaux, et tu te dis ah ouais, c'est tout bête, mais je pense que ça participe. C'est ce qui donne cette impression qu'ils peuvent pas s'en sortir en fait. Oui, quelque part ils ont mis le pied dans un piège et que à partir de là. Moi c'est vrai que j'ai passé tout mon film à me dire mais c'est à quel moment que tu vas essayer de te barrer c'est en quand fait. tu te casses. Ah non, c'est clair, c'est clair. Pelle offre à Dani un portrait d'elle pour son anniversaire. Cette dernière est extrêmement touchée. Elle avoue que Christian a oublié, mais l'excuse immédiatement. C'est elle la fautive, elle aurait dû le lui rappeler. Le spectateur, et peut-être Dani aussi, est conquis par le sourire, le regard bienveillant et la gentillesse de Pelle. Encore une fois, Pelle qui est tout de suite qui a un geste que personne n'a pour elle, c'est-à-dire penser à son anniversaire. Ouais, son copain a oublié, tout le monde oublie en fait. Ouais, surprenant, tiens. Et là encore, c'est de sa faute à elle, quoi. Il a oublié son anniversaire, mais elle aurait dû le lui rappeler. Je sais pas si ceux qui nous écoutent ont cette scène en tête, mais alors ouais, en gros, elle dit à Pelle de tête, non mais c'est pas de la faute de Christian s'il a oublié, parce que Christian lui fait bien, Pelle lui fait remarquer, oui. Genre en mode, il a oublié ton copain, tu vois, ça le choque presque. Ouais, non mais c'est de ma faute, je vais pas rappeler de me le souhaiter. Et là j'ai dit non, faites quelque chose pour elle, c'est pas possible. C'est peut-être grossier grossier. Ça paraît un peu gros, mais en fait, tu comprends à quel point elle est pas sous emprise, mais vraiment qu'elle est le peu de considération qu'elle a pour elle-même en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que elle a besoin de lui à un point où elle s'en oublie elle-même. Oui, en fait. On n'est pas loin du discours en fait de la femme battue. Voilà, sujet un peu tendu, mais de la femme battue ou enfin n'importe qui puisse subir des violences physiques, qui va te dire mais en même temps je l'ai cherché, faut le comprendre. Voilà. C'est le même discours, moins grave peut-être. Oui, mais... c'est moins grave. Disons qu'oublier l'anniversaire de quelqu'un, c'est pas non plus. Il y a pas mort d'homme, mais. Mais dans le schéma de non, mais c'est pas de sa faute. J'aurais dû pour qu'il s'en rappelle. Non, il y a un problème. Il y a un souci. Et c'est aussi au cours de cette scène qu'on rencontre d'autres visiteurs venus de Grande-Bretagne. Donc il y a Simon et Connie. Et je trouve que leur couple il est hyper intéressant parce qu'on le met en parallèle avec Dani et Christian. Oui. Parce que Simon et Connie, je sais pas, Simon et Connie, quoi, ils sont heureux, ils sont fiancés. On voit qu'ils s'aiment, clairement, on voit qu'il y a un respect mutuel, on voit que... déjà, ils se tiennent dans les bras, ils se tiennent la main et tout, ça c'est évident. Ouais. C'est un couple qui respire le bonheur, quoi. Alors bon, en façade après, mais voilà. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est des personnages secondaires qui ne servent pas à rien, à part être charcutés un peu plus tard dans le film, on y reviendra. Mais c'est ça qui montre... le talent d'auteur aussi d'Aster, parce que les personnages secondaires, dans un bon scénario, ils vont servir à mettre en avant les failles, c'est-à-dire qu'ils vont servir de parallèle avec nos personnages principaux. Un personnage secondaire, il va être là pour montrer quelque chose à propos du personnage principal. Il va servir à montrer à quel point
ils sont différents, ou à quel point, ou la façon dont ils vont aborder une situation d'une manière complètement différente. Carrément. Et ici, vraiment, ils sont clairement là pour montrer un couple heureux et pour faire encore plus ressortir le fait que Christian et Dany sont malheureux, en fait, que c'est un couple qui est en fin de vie, au point où lui, il se rappelle même plus depuis combien de temps ils sont ensemble. C'est ce que j'allais te dire, quand justement Simon et Connie discutent de comment ils se sont rencontrés et tout, je sais plus si c'est Connie ou Simon qui dit « Et vous, depuis combien de temps ?» Alors Christian se gourre totalement sur depuis combien de temps ils sont ensemble. Ouais, c'est pas grand-chose, mais ils se gourrent quand même de 6-7 mois ou quasiment d'un an, je sais sais crois. Plus. Un an, ouais, ça doit être ça. Qu'il y a un an ou quelque chose comme ça. Et tu vois, Dany qui reprend avec le sourire, non, ça fait 4 ans. En mode, je garde le sourire, je garde la face, en fait. Non, Et puis dans le langage corporel aussi, cette scène est intéressante, c'est-à-dire qu'on voit Simon et Connie qui sont très câlins, et eux deux ils se touchent même pas, quoi. Ils sont hyper éloignés dans le cadre. C'est... Deux potes. Ouais, voilà. Deux potes. Et c'est assez. Et par rapport au dessin, je sais pas si tu avais fini par rapport à ce que tu voulais dire. Par rapport au dessin de Pélé, on peut apercevoir des runes, donc le fameux alphabet Futhark, en fait, donc que je vais évoquer un petit peu. Qu'on voit tout au long du film et que notamment Josh remarque peu après sur une pierre gravée en fait à l'extérieur. Donc on n'a pas vraiment de certitude apparemment sur l'origine exacte de l'alphabet, mais le thème Futhark, il est formé à partir des 6 premières lettres de cet alphabet, et c'est un alphabet qui aurait été utilisé par les anciens peuples germaniques, donc anglo-saxons, scandinaves, et en Suède, cet alphabet aurait perduré jusqu'au 19e siècle de ce qu'on en sait, et l'apogée de cette écriture, elle se situerait en fait à la fin de l'âge viking, entre le 9e et le 11e siècle. Et Aster en fait s'est appuyé un peu là-dessus, d'une part pour rendre très crédible le village, et en plus il a créé un langage fictif qui est propre au village, l'affect comme il l'appelle. En fait la langue qu'il parle n'existe pas, il a fait une espèce il a fait sa petite sauce en s'inspirant de l'alphabet Futhark à partir de l'alphabet runique pour faire en fait ce langage. Et je trouve ça intéressant en fait parce qu'encore une fois, je parlais des détails en fait du village, ça te met encore dans une espèce de culture différente, ça rajoute du détail un peu bizarre à l'ensemble. Et je crois que sur le dessin que je vais y arriver, que Pélé offre à Dany, il l'a dessiné dans une tenue qui déjà affiche en fait des runes en fait, tu les vois. Oui. Et c'est peu après qu'on voit Josh qui s'intéresse un peu à cet alphabet sur la rune qui est gravée dehors. Donc voilà. Et donc, excuse-moi. C'est intéressant parce que le fait qu'il y ait cette langue complètement étrangère, mais vraiment étrangère, dans le sens où ça ressemble pas à quelque chose qu'on En plus, connaît. Ça participe vraiment à te mettre ailleurs, quoi. Complètement. Et à ce côté, on est encore plus désorienté, quoi. Et et d'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard, mais je peux le placer ici. C'est que il y a beaucoup de dialogues qui sont pas sous-titrés, en fait. Et ça, c'est totalement volontaire de la part du réal, pour en fait te faire ressentir cette espèce de, comme les persos, je comprends pas ce qui se passe, ils parlent entre eux mais il n'y a pas de sous-titrage, donc même nous spectateurs on est comme les personnages, on est en mode ils parlent mais je comprends pas, et ça instaure vraiment, je trouve, une espèce de malaise, d'épaisement, quoi. Ouais. Donc par rapport à la scène où ils rentrent dans le dortoir, avant qu'on aborde la scène suivante qui sera la scène pivot de notre discussion, c'est super intéressant, je trouve, quand il rentre dans le dortoir. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais en fait chaque personnage est vraiment caractérisé sur pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il est un peu. On a Josh qui est vraiment ici en tant qu'anthropologiste, qui veut faire sa thèse sur les lieux, qui s'intéresse, qui est très appliqué, qui pose des questions à Pélé. On a Christian qui, lui, il est intéressé, il prend ce qu'il y a à apprendre, mais il est un peu en mode j'écoute de loin ce que Pélé dit, quoi. Mais je m'en passif, voilà. Christian, je m'en fous un peu. Passif. On a Marc, le crétin, hein. Marc, je pense qu'on peut le crétin. Le crétin, Marc le crétin, c'est son deuxième prénom, Marc le crétin. Désolé, donc joué par l'excellent Will Poulter, que j'apprécie beaucoup, et que j'ai découvert ici d'ailleurs aussi. Will, je vais y arriver. Marc, son personnage, qui lui teste juste le lit, fait remarquer qu'il y a plein de sexe dessiné sur les murs, et qui ne pense qu'à parler de cul, concrètement. On a Pélé qui est en mode un peu en hôte chaleureux, bienveillant, qui explique les lieux, qui partage son savoir, et on a enfin Dany, qui est un peu là en fait parce qu'elle sait pas pourquoi, en fait elle reste attentive à ce qu'elle a autour d'elle, elle est ici sans trop savoir pourquoi, mais en fait elle suit le mouvement, elle semble même un peu séduite par l'atmosphère, elle le regarde en fait avec un intérêt certain, et elle fait remarquer d'ailleurs un truc intéressant à Pélé parce qu'elle l'écoute d'une oreille quand Pélé parle un petit peu du cycle de vie des Argas, que tel âge correspond à telle saison,
Elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe en fait après 72 ans? Et on a Pélé qui lui fait un signe quick, genre après 72 ans on te coupe la tête ou du moins on meurt quoi. On meurt quoi. Et c'est pris à la rigolade, mais en fait ça aurait une importance vraiment capitale pour la suite. Oui, on croit que c'est de l'humour à ce moment-là. Exactement. À cet instant-là, j'étais encore. Ce film me plaisait encore. Oui, mais tu vois, Pélé, en fait, il ne ment pas. C'est ça qu'il a. C'est encore plus dérangeant. Voilà, c'est très dérangeant. Côté, la franchise dont je parlais tout à l'heure, hein, voilà. Ça, c'est un exemple flagrant. Hein, c'est-à-dire que il va pas te dire 72 ans, non. Il te dit en gros, on meurt, et puis après, tu comprends pourquoi, oui. Non, ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Il y a aussi la tapisserie on a un plan sur une tapisserie juste avant d'entrer dans le dortoir, je crois, qui nous décrit la suite de l'histoire. Exactement. Et donc le plan sur cette tapisserie, si on regarde, il est dans le sens inverse du sens de la lecture en fait. Il va j'ai pas remarqué ça. De droite à gauche. Ce qui, à mon avis, est fait exprès. Hein. Là encore, ça instaure un côté malaisant. Voilà, quand on étudie un peu la lecture d'images, c'est logique en fait. Hein, nous, dans les langues occidentales, on lit de gauche à droite. On lit de gauche à droite, oui. Et si on a un plan, en fait, un travelling ou quelque chose qui va aller de droite à gauche, ça a tendance un petit peu à faire bugger notre cerveau et à... Ouais, c'est subliminal un petit peu. Hein, mais inconsciemment, ça va induire quelque chose de négatif. Oui, de recul. Quelque part, quand tu as un panoramique caméra qui va de la gauche à la droite, c'est l'idée d'avancement. On avance, on progresse. Et l'inverse, c'est plutôt on recule. C'est assez inconscient, mais... C'est inconscient, mais ça marche. Hein. C'est des choses qui sont utilisées en publicité, qui sont utilisées partout. Si on voulait parler après du langage filmique, je pense qu'il y aurait, peut-être trop à aborder pour être compétent dans le domaine. Mais c'est clair que c'est très vaste et c'est... J'ai pas remarqué ça, la tapisserie qui était... non, tu vois, je l'ai pas vu ça. Ouais, de gauche à droite, ouais. D'accord. Et du coup, oui, de droite à gauche, non, tu voulais peut-être dire... Alors, si c'est inversé, non? C'est inversé. Oui, de droite à gauche, pardon. Oui, d'accord. Oui, de droite à gauche, y a pas de souci. C'est ça. Donc, dans le sens inverse de la lecture, quoi. Et il y a d'autres trucs aussi qui participent, en plus des paroles pas sous-titrées, qui nous perturbent un peu. T'as des actions, tu te dis mais qu'est-ce qu'elles font, genre ces femmes qui cueillent des fleurs par terre. Alors j'ai pas la réponse de pourquoi elles les cueillent à l'envers, ça je sais pas si ça... Alors est-ce que c'est simplement... Je me suis même demandé s'il assumait pas le côté j'ai basculé la caméra pour passer dans un monde inversé, donc j'assume le fait qu'elle soit à l'envers, que c'était pas un peu pour ça, pour encore rajouter du bizarre. Tout ce que j'ai trouvé en fait, c'est que c'est apparemment une référence à la période du solstice d'été en fait, qui est considérée comme magique, où les femmes en fait cueillent des fleurs et les mettent sur leur oreiller en fait pour supposément rêver à leur futur mari. Ça serait ça en fait l'idée de pourquoi elles ramassent des fleurs. Elles doivent en cueillir 7. Elles doivent cueillir 7 fleurs en silence. C'est la tradition. Mais alors après, pourquoi elles marchent à l'envers? Je sais pas, mais c'était... moi, en tout cas, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Ça t'a interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était juste avant la fameuse scène qu'on va aborder, parce que donc, on a une scène de repas qui précède la fameuse scène que tu vas nous introduire maintenant. Oui. Et voilà, c'est pas pour rien, celle se trouve au centre du film. Ouais, c'est vraiment une scène importante. Après une cérémonie bien énigmatique, centrée sur 2 personnages vêtus de gris, les Argas se rassemblent face à une falaise. Un long travelling nous permet de détailler ces silhouettes habillées de blanc et leurs visages impassibles. L'image est extrêmement saturée, la luminosité est agressive. Le spectateur est presque aveuglé, tout comme les personnages qui fixent la falaise face au soleil. Comme les Américains, le spectateur assiste à une scène bien étrange, mais ne comprend que trop tard l'issue de cette tradition macabre. Les 2 personnes vêtues de gris sautent du haut de la falaise. Leur chute est brutale, montrée sans détour et avec une violence crue. L'image sera fixée sur notre rétine à tout jamais. Voilà, c'est à partir de cette scène que je me suis souvenu pourquoi je n'aimais pas le film. En fait, non mais donc j'ai vu le film il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Richard me propose de faire le podcast, me propose de travailler sur Midsommar. Voilà, j'ai dit ok et j'ai revu le film et pendant jusqu'à ce qu'on arrive à cette scène, je me suis dit pourquoi je l'ai pas aimé. Il est vachement bien ce film. Parce que ton cerveau avait effacé la suite. Je m'en rappelais vaguement, hein, parce que je pense que c'est impossible d'oublier. Mais voilà, pour moi, c'est trop graphique, trop violent, trop tout, quoi. Voilà, on insiste un peu trop sur les images vraiment, vraiment gore. C'est là que je vais pas être d'accord avec toi, mais après, c'est... pour moi, en fait, mon cerveau m'a posé la question. Voilà, mon cerveau s'est adressé à moi et m'a dit... Est-ce que c'est pas too much? Mais non, mon cerveau m'a dit, Marie, mais pourquoi tu t'infliges ça 2 fois? Ouais. Après, je pense que c'est très sain d'esprit devant cette scène de se dire pourquoi je m'inflige ça. Je pense que quelqu'un qui dirait c'est super drôle. Je pense que tu peux rire. Concrètement, je pense que tu peux rire. Tu peux rire à cette scène. Ouais, par autodéfense. J'ai des gens qui m'ont dit j'ai explosé de rire. Le rire de malaise, quoi. Un peu, genre en mode mais qu'est-ce que c'est? Ils osent faire ça. Alors, la cérémonie donc qui se déroule dans la scène, c'est Atestupan, qui serait inspirée
des légendes nordiques en fait. Apparemment, j'ai pas trouvé bien plus d'infos et puis je voulais pas trop rentrer dans le détail après. Il y a tellement de sources différentes d'où ça peut venir. Mais grosso modo, Atestupan, ça serait vraiment en fait traditionnellement dans les légendes nordiques, on va dire quelque chose qui verrait en fait le suicide volontaire de membres de communauté pour épurer entre guillemets la communauté et laisser la place au suivant. Quoi. En fait, ça serait un peu ça. Donc effectivement là, je sais pas si t'as remarqué que juste avant que Dan et Ylva, donc c'est leur prénom, sautent de la falaise, on a un espèce de... Le quatrième mur est brisé, donc à savoir entre nous spectateurs et la fiction, on a un jeune qui se retourne en fait du bas de la falaise et qui nous fixe 2 secondes. Ah non, je l'ai pas vu mais ça. Totalement, hein, face caméra, enfin vraiment qui fixe la caméra comme s'il nous disait interrogez votre regard sur ce que vous allez voir quand même. Et ça je l'ai remarqué après 3 visionnages, j'ai dit mais il y a un mec qui nous regarde en fait. Donc vous avez juste avant, enfin pendant cette séquence, pendant qu'on voit les personnes âgées se mettre en place, vous avez un jeune en fait qui nous regarde, qui regarde la caméra et c'est assez perturbant, je l'avais pas remarqué. Ah je l'ai pas vu non. Et donc pour revenir au plan choc, effectivement, il constitue clairement un point de non-retour qui m'a beaucoup rappelé en fait le plan dans Hérédité. Alors je vais spoiler Hérédité, donc non, je vais essayer de pas le spoiler, mais grosso modo dans Hérédité c'est pareil. Il y a une scène qui arrive à peu près au milieu du film aussi. Voilà, qui est très 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 dérangeante aussi. Il a un problème avec les visages esquintés, notre ami Ari Aster. Et en fait, c'est pareil, c'est une scène choc, on se trouve un peu bête devant et qui surgit d'un coup, quoi. Et je trouve vraiment que Ari Aster, en fait, il sait y faire parce qu'il a une espèce de savoir-faire qui montre en fait que savoir être original, c'est plus l'être dans le traitement. Que dans l'histoire en elle-même. On est somme toute dans un film d'horreur en fait assez classique dans ce qu'on peut voir. Mais c'est la façon dont il l'amène. Et moi perso, donc on a Dan et Ylva qui sautent, donc d'abord Ylva qui saute de la falaise, j'ai été dans le même état que Dany. C'est sidéré, c'est-à-dire la façon dont elle est filmée, je trouve ça vraiment bien. C'est très simple, en même temps c'est pertinent. C'est cru. Ce bokeh, enfin ce flou d'arrière-plan qu'elle a derrière elle, comme si elle était totalement isolée, les sons s'étouffent, elle est incapable de réfléchir, elle est juste les yeux écarquillés, sidérée de ce qu'elle vient de voir, et en même temps, elle détourne pas le regard. Ouais. Ça qui est bluffant, c'est qu'elle pourrait se protéger de ça. Et en fait, non, on voit que ça la choque tellement qu'elle est physiquement incapable de bouger. La sidération, voilà. C'est vraiment ça. Alors qu'on a Simon et Connie qui, eux, pour moi, ont la réaction la plus saine de tout le monde dans ce passage-là. Alors que, paradoxalement, ils apparaissent presque comme les deux trouble-fêtes de la scène. C'est ça qui est assez perturbant, ouais. Je sais pas si tu l'as vu comme ça. C'est les deux qui gigotent et qui hurlent, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais arrêtez, il faut arrêter ça. Et en fait, c'est les deux qui ont raison, quoi. Mais barrez-vous, restez pas. C'est ça, restez pas là. Ouais. Restez pas là. Et du coup, on a donc Ylva qui est filmée vraiment avec ce panoramique vertical, ça sacralise presque son saut. Et je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais le saut de l'homme, ensuite de Dan, est presque ridicule. C'est-à-dire que là, on a presque un point de vue plus celui de Dany, mais qui est objectif sur la scène, avec un plan général quoi, de la scène, et où il saute, et en fait, il n'y a plus rien d'épique, en fait. Il n'y a plus rien de sacré. Il n'y a plus rien de sacré, c'est juste, en fait, un mec, un poids qui tombe avec l'attraction, et qui s'éclate par terre, et qui se rate. Comme une merde, pardon. Comme une merde, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, mais c'est horrible, hein. Enfin, je rigole là, mais c'est pas drôle du tout. Non, ça renvoie en fait cette personne à sa fragilité presque ridicule en fait, que ce qu'il fait, mais il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait presque quoi. Et du coup, il arrive en bas, en plus il se rate, ce qui donne lui une scène. Voilà, parce que déjà. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui s'en foutraient, puisque vous savez qu'on spoil, la scène du saut de Ylva donc, se termine avec un bruit sourd sur un rocher. On passe sur le visage de Dany et de Josh, je crois, et Christian qui détournent le regard. Et très vite, mais c'est un plan d'1 seconde, on voit le corps rebondir avec le visage en morceaux. Je peux pas le décrire autrement. Je m'en souviens même pas. Si, vraiment, il suffit que tu fermes les yeux, tu le vois pas. Donc en fait, elle tombe, hop, raccord, on a le cut sur Dany, et on revient 1 seconde sur elle qui rebondit le visage, mais en morceaux. Et là, t'es là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de voir ? Non, mais ouais, moi, c'est pour ça que ce film, non, il est trop pour moi, vraiment. Là, je comprendrais que certaines personnes là se disent que ouais, c'est pas possible. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il joue plus sur la réaction des persos que sur le gore en lui-même. Alors oui, c'est très gore. Alors, moi, je trouve qu'il insiste un peu trop sur les images gore. Moi, j'aime mieux quand on me montre pas et qu'on me laisse imaginer ce qui peut se passer. C'est ce que j'ai peut-être pu penser aussi, mais en fait, c'est quand tu l'entends parler le réal sur les scènes choc, il veut pas en fait que le spectateur comprenne. Qu'ils comprennent le ressenti des personnages, il veut qu'ils l'expérimentent. Et en fait, il y a un stade, c'était un peu la même intention dans Hérédité en fait, avec l'actrice donc Toni Collette qui jouait le personnage de je sais plus. La mère. Ouais, je sais plus le nom du personnage, mais c'est pas très grave. En fait, quand on l'entend hurler,
avant de nous montrer en fait la source de son chagrin. En fait, tu vois de quoi je parle, je pense. Oui, je vois tout à fait de quoi tu parles, on l'entend hurler un chagrin incroyable, et hop, on nous montre ensuite pourquoi elle pleure. Et c'est un peu ce qu'il fait dans Midsommar, même si là c'est plus frontal, mais il s'attarde vraiment plus sur si tu veux regarder les vêtements en tant que longueur de plan, t'as vraiment des plans très longs sur Danny qui est sidéré, sur Simon et Connie qui sont choqués, que sur les personnes âgées totalement défigurées, quoi. Et du coup, en fait, ça fait écho à ce que Aster veut faire avec ses films, c'est que chaque film doit ressembler un peu à ce que le personnage ressent. Pour lui, ça peut pas être différencié. Si son personnage traverse un truc horrible, il va faire un film horrible. Danny traverse une dépression, traverse un deuil, traverse une espèce d'incompréhension par rapport au suicide de sa sœur et de ses parents. Bah là, en fait, elle est presque mise à une explication du suicide. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que j'avais ressenti en le voyant. Elle a presque une explication potentielle de voilà ce que c'est un suicide, et presque on va t'expliquer pourquoi, parce que quand je crois qu'elle s'appelle Siv, la matriarche en fait du groupe, elle lui explique pourquoi dans leur philosophie en fait ils donnent leur vie plutôt que subir les affres de la vieillesse. C'est une lecture du suicide en fait qu'elle a pas eu avec sa sœur et ses parents. Et c'est là, quelque part, c'est la pire cible, en fait, pour ce qui se passe Danny, parce que, quelque part, elle va essayer peut-être d'y chercher du sens, peut-être un peu de l'écouter, inconsciemment ou pas, d'ailleurs. Alors qu'en fait, Simon et Connie, il fallait les écouter, il fallait se barrer, vite. Fallait faire ça. On voit ce qui leur arrive. Eux, ils ont essayé de se barrer en même temps. Oui, voilà, non, mais c'est clair que... Et d'ailleurs, ça fait écho, par rapport au suicide, ce que disait Pelé, en fait, quand il disait, après 72 ans, quick, on se dit, ironiquement, on se dit, mais il a pas menti. En fait, il a pas menti. En fait, après 72 ans, il saute. Enfin, c'est littéralement... C'était pas... quick, quoi, donc... C'était pas du tout... Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la réaction donc des autres visiteurs, quoi, en dehors de Danny. Il y a aucun des garçons qui a de l'empathie, en fait. Non. Josh, il voit ça avec beaucoup de détachement, en fait. C'est très scientifique, sa façon d'aborder le truc. Il est choqué, mais en même temps, il est choqué en mode ok, c'est une tradition, je la comprends pas, mais je la respecte. En mode anthropologue, détaché. Très détaché, très très détaché. Christian, comme d'habitude, en fait, il est passif, il se laisse porter, il réagit ou il agit jamais vraiment, quoi. Donc comme d'hab, fidèle à lui-même. Et Marc, qui a pas assisté à la cérémonie parce qu'il est allé dormir. Parce qu'il était... il était fatigué, il était dormir. Voilà, après, il est dégoûté d'avoir raté la cérémonie. Il leur reproche de pas l'avoir réveillé. Mais je sais pas trop, parce qu'il sait pas trop le contenu de la cérémonie. Je suis même pas sûr que quelqu'un lui explique clairement. Parce que, je crois que du coup, Marc, c'est un peu le seul qui reste. Marc, il est là pour draguer, pour essayer de se taper Marc, des nanas. C'est un queutard, voilà, exactement. Mais en fait, pour autant, il est juste un peu bête et pas méchant, parce que je pense que personne lui a dit ce qu'il venait de voir vraiment. Tu penses moi, comme je l'ai compris, il reste sans savoir. On saura peut-être jamais sa réaction, si ça aurait été en fait. Si... Ah ouais, c'est vrai. Je peux me tromper. Je pense qu'il aurait été trop occupé à regarder les fesses de la petite minette d'à côté pour se rendre compte de quoi que ce soit. Il y a bien moyen. Non, j'en rajoute. Mais alors, Marc, justement, je trouve que c'est un personnage intéressant. C'est vraiment l'idiot, enfin la caricature du mec de film d'horreur qu'on a dans plein de slasher movies ou des trucs comme ça, le gars qui est chauvin, égocentré, sexiste, qui pense qu'au sexe, enfin voilà quoi. Et comme dans un film d'horreur traditionnel, on sait qu'il va mourir rapidement en fait. C'est un peu, enfin dès le début du film, si on m'avait demandé quelle sera la première lequel victime, se fait buter en premier, j'aurais dit lui. Et en plus, le pire dans l'affaire, c'est que tout est fait pour qu'on n'ait pas trop de peine. Oui, non, c'est clair. C'est horrible à dire. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il se passe des choses horribles, mais... en fait, les personnages qui meurent... Enfin, je vais passer pour l'insensible de base. Non. Les personnages qui meurent, c'est tellement fait pour pas qu'on ait d'empathie pour eux et pour qu'ils nous semblent un peu... un poids en fait pour ce qui gravite autour de Danny. Du coup, quand il meurt, on n'a pas tant de peine. C'est fait pour qu'on n'ait pas de peine, en fait. On se dit, bon débarras, quoi. J'en rajoute un peu, parce que après, personne mérite de mourir. Tu peux aussi te dire, si t'as du recul, même le pire des enfoirés mérite pas certains sorts du film, tu vois. On est d'accord. C'est ça le truc, Personne mérite ça, mais c'est là que c'est pervers, en fait. Mais c'est là que c'est très bien fait. C'est là que le film est extrêmement bien fait. Et je voudrais juste aussi revenir sur une conversation que Danny a avec une femme de la communauté juste avant la cérémonie, les suicides. Ouais. Danny apprend que les enfants au sein des Harga sont élevés par tous, en fait. Et que, on sait qui sont leurs parents, mais ils sont élevés par toute la communauté. Et même s'ils deviennent orphelins, on le verra plus tard, ils ne sont pas sans famille. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui résonne pour Danny, parce que elle est orpheline. Elle est orpheline maintenant, entre guillemets, donc clairement... Et c'est quelque chose, si elle avait... Je pense que on voit dans son regard,
encore une fois, hein, Florence Pugh, elle est excellente. Et on voit dans... Elle dit rien, mais on voit dans son regard qu'elle se dit... il y a plein de choses qui se passent quoi, dans sa tête où elle se dit si j'avais grandi là, ça serait différent. Oui, de toute façon, oui, la notion de famille, elle est clairement présente. Enfin, on voit, c'est une communauté par définition. L'esprit d'être soudé, d'être ensemble, d'être à l'écoute l'un de l'autre, c'est... Forcément, ça peut que la toucher quelque part. Même si c'est... Je sais pas si c'est totalement conscient de sa part ou si elle se laisse petit à petit convaincre par tout ça, mais c'est... Je pense que elle se laisse convaincre sans trop s'en rendre compte. Et tu vois, en parlant de se laisser convaincre, c'est fou, c'est là qu'après avoir fini le film, je me suis posé des questions, mais je pense que les gens qui me connaissent répondront par l'affirmative, dans quelle mesure je suis pas un peu manipulable en tant que... Là, je parle vraiment de moi. Par rapport aux paroles en fait que Siv, donc la femme, la chef du groupe, dit... ça m'a presque semblé poétique ce qu'elle disait et j'ai presque trouvé du sens, c'est-à-dire quand elle explique en fait que oui mais en fait ils se suicident parce qu'arrivés à cet âge-là ils veulent plus souffrir, enfin on évite de subir les affres de l'âge, on évite de subir la honte de la vieillesse et du coup on préfère donner notre vie plutôt que la subir et tout, et en fait ça m'a parlé quoi, je me suis dit je comprends cette philosophie. Alors je sais pas si, je vais pas dire j'y adhère évidemment, mais pour autant je me suis dit vu comme ça tourne ensuite, je me suis dit, est-ce qu'en fait, ma réaction normale serait pas de me dire, attends, mais t'es folle. Ce que tu dis, je devrais le rejeter en bloc, c'est pas... Mais je pense que forcément, on a tous... Enfin, c'est fait exprès aussi. Hein. C'est l'argument que Christian donne à Dany un peu plus tard. Hein, c'est-à-dire que plutôt que de laisser... Eux, ils doivent trouver ça incroyable de laisser les vieux mourir en maison de retraite... sans un regard, c'est un peu ce qu'il lui dit par la suite. Et d'ailleurs, oui, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je sais pas si on va l'aborder en tant que scène elle-même, mais en tout cas, on va y venir. C'est quand même Dany a cette espèce de rejet de ce qui vient de se passer. Elle est quand même la seule, elle est dans son coin. D'ailleurs, juste après Atestupan, elle pleure toute seule, encore une fois, dans son coin. Mais Christian en fait lui est un peu en mode écoute, faut rester ouvert, c'est traditionnel, on va y venir, on l'a noté. D'accord. Dans les scènes, et du coup Dany un peu moins quoi, donc mais c'est intéressant de voir les différentes réactions des gens et puis de se poser la question, moi comment j'aurais réagi en fait. Moi je pense que j'aurais réagi comme Simon, j'aime à penser que j'aurais réagi comme Simon, mais... moi j'aurais été sidéré comme Dany, ça c'est sûr, mais oui je pense qu'après donc c'est clair que voilà. Et d'ailleurs, il y a cette espèce de double tableau qui est permanent et qui était totalement voulu par Ari Aster entre en fait les belles paroles et les actes horribles quoi en fait. Et tout a été conçu par le réal pour jouer sur ces deux tableaux. Il voulait sur un premier niveau vraiment le film d'horreur classique avec un témoin, quelqu'un qui est témoin d'un truc horrible. Et le deuxième tableau où tu as une femme qui est forcée en fait de se confronter frontalement à quelque chose qu'elle essaye d'éluder en fait en le voyant d'elle-même en étant la témoin visuelle de ça, en l'occurrence le suicide, ce qui fait un peu écho à le ressenti que j'avais eu devant la scène où finalement elle devait se confronter au suicide, à ce que ça impliquait, autrement que juste par le coup de téléphone qu'elle a reçu par les pompiers. D'ailleurs à ce sujet, je sais pas ce que t'en dis, je fais un petit aparté, on ne sait pas en fait si Dany a appris que sa sœur, elle a jamais vu sa sœur avec le tuyau en théorie dans la bouche. Elle n'a pas pu les voir. On a juste appelé en lui disant votre sœur est morte, vos parents aussi. Et du coup, c'est intéressant de pourquoi en fait elle a cette vision de sa sœur dans le miroir au début avec le tuyau. En fait, est-ce que les visions qu'elle a de ses parents, c'est des images qu'elle se fait par rapport à ce qu'on lui a dit, ou est-ce que je sais pas si c'est clair ce que je veux dire en fait, mais comment dire, est-ce qu'elle s'image en fait des images plus horribles que ce qui s'est passé? Est-ce que du coup la scène est-ce que ce qu'on voit nous, est-ce que c'est ce qu'elle s'est imaginé dans sa tête? Voilà, c'est ça que je veux dire. Ou est-ce que c'était factuel en fait, et que... Oui, alors c'est une très bonne question. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'en fait la scène de découverte des corps, c'est pas l'image qu'elle en a eue parce qu'elle s'est fait ces images après ce que les pompiers ont dit? Oui, peut-être. Et en fait, est-ce que c'est factuel et en fait on voit clairement ce qui s'est passé, je sais pas, je me suis... C'est intéressant. Pas nécessairement pertinent, mais... c'est intéressant comme question, Donc voilà. On ne saura jamais. On ne saura jamais, à moins qu'on arrive à contacter Ari Aster, mais je pense qu'on peut se brosser. La prochaine fois que je l'ai au téléphone, j'essaierai de penser à lui poser la question. Un petit mot de ma part, pas de souci. Parmi les amis de Christian, Josh est le plus sérieux. Passionné et absorbé par ses études d'anthropologie, il écrit une thèse sur les coutumes et les traditions du solstice d'été. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de ce voyage. Sa surprise est donc parfaitement compréhensible lorsque Christian lui annonce qu'il a enfin trouvé le sujet de sa thèse, le même que le sien. Sans détour, il propose à Josh de collaborer. Les deux amis se disputent. Fidèle à lui-même, Christian ne montre aucun remords et décide d'aller au bout de son idée. Donc voilà, c'est peut-être là que je trouvais que Christian commençait à arborer l'image du connard quand même, parce que là, il l'assume clairement. Et surtout, sa
Cette scène appuie aussi la solitude, encore une fois, de Danny, puisqu'il préfère aller discuter tout de suite de sa thèse avec Josh, et il laisse Danny pleurer dans son coin, à l'inverse de Patrick Swayze dans Dancing, on ne laisse pas Danny dans un coin. Voilà, tout à fait. Non, alors, ce qui est intéressant, voilà, donc là, c'est l'ex-traductrice qui va parler. Dans la version américaine, ouais. Je crois qu'elle dit que voilà, elle va pas bien, tout ça, et il lui dit, en gros, il l'incite à aller pleurer. Dans la version française, je crois qu'elle dit j'ai besoin d'être seule. Et je trouve que, alors bon, je sais que enfin voilà, je ne blâme pas mes amis traducteurs. Faire ce métier aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'en fait, ils ont un timing extrêmement serré. Mais si on analyse le film, ça casse un peu toute la dynamique Christian-Danny, parce que si c'est elle qui réclame d'être seule, c'est moins gênant que si c'est lui qui l'incite à aller pleurer toute seule, en fait. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que j'ai remarquée au niveau de la VF, en fait. Alors je sais plus ce qu'elle dit, juste en anglais. Je sais plus exactement ce qu'elle dit en anglais, mais elle dit pas je vais être seule, il me semble vraiment pas. Non, elle dit pas I need to be alone, elle doit dire un truc. Je sais plus ce qu'elle dit, mais. Enfin, en tout cas, en gros, il l'incite à. Voilà, prends du temps pour toi, Vas-y, ma chérie, pars dans un coin chialer, ça va te faire du bien. Je devrais être avec toi, mais c'est pas. Voilà, c'est un peu ça. Et je trouve. Alors, le dialogue entre Christian et Josh est encore une fois excellent. Il est très, très bien écrit, on y croit, il est pas surécrit, c'est super bien amené. Et encore une fois, le trait de personnalité le plus frappant chez Christian, c'est vraiment sa passivité. Quoi. Et là, quand même, son égoïsme, je trouve que là, il monte d'un cran sur le. Mais complètement. Sur le je m'en fous, je suis un opportuniste de base et je l'assume. Quoi. Mais je là, il est carrément opportuniste. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que on a l'impression qu'il subit. Le choix s'est imposé à lui, c'est pas lui qui a choisi, quoi. C'est quand même la facilité. Non, mais je dis pas que c'est vrai, mais c'est comme ça que lui il le présente et je suis sûr que c'est comme ça que lui il le ressent d'ailleurs. Il y a bien moyen, Enfin, je veux dire, même à la fin, encore un spoil, mais quand il trompe sa copine, encore une fois, il subit. C'est même pas lui qui l'a choisi, quoi. Mais là, j'y reviendrai parce que oui, alors je pense que c'est super intéressant. Là, pour le coup, je pense qu'effectivement, il subit. Pour moi, c'est un viol. Enfin bon. Et là, voilà, le sujet de la thèse, il s'est imposé à lui. C'est pas de sa faute. Voilà, c'est juste que d'un coup, il a décidé qu'il allait écrire. Alors qu'on a notre ami Josh qui bosse dessus, qui taffe dessus depuis le début, qui est même l'initiateur de ce voyage avec Pélé, quoi. Et non, c'est inentendable, quoi. C'est peut-être là vraiment je me suis dit, ok, Christian est quand même un connard. Christian, parce que jusque là c'est pas un bon petit copain, clairement. Non. Mais bon, au-delà de ça, voilà, quoi. Et là, on se dit, quand même, il abuse, parce qu'on voit que vraiment Josh c'est un passionné qui a passé énormément de temps sur sa thèse. Enfin, en fait, Josh, à chaque fois qu'on le voit, soit il parle de sa thèse, soit il tape dessus, en gros, quoi. Oui, c'est presque ce qui définit le personnage. Il est là pour sa thèse. Limite, le reste, je vais pas dire qu'il s'en fout du reste, mais même là, il a vu un truc choquant, ça l'a choqué, mais c'est super intéressant parce qu'il va le mettre dans son petit script. Il a l'œil du scientifique. En fait, moi, Josh, il me fait vraiment l'effet du laborantin qui va observer sa culture de bactéries, quoi, et voir un peu comment elle va évoluer. Et après, condamnable ou pas, je pense qu'il est moins condamnable que d'autres. Mais non, mais je dis pas que c'est mal, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on nous le présente, quoi. C'est vraiment l'œil scientifique de l'anthropologue qui regarde ça avec le détachement qui est de mise en lien avec sa thèse et ses études, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça peut paraître choquant aussi. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur la seconde partie de ce podcast.